Bonsoir bande de gauchistes. Effectivement, hein, ça se sent que j'ai un public qui est légèrement plus à gauche que l'échantillon représentatif de la population française. Donc vous me plébiscitez Mélenchon au premier tour. En particulier, c'est très impressionnant pour le scrutin uninominal au premier tour. Vous me propulsez Mélenchon avec presque 62% au premier tour. Donc, c'est pas ça en vrai dans la population française, mais dans le sous-échantillon pas hyper représentatif du public de la vidéo, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est parce que le truc, c'est que moi, je voulais pas spécialement avoir un échantillon représentatif, c'est pas très important, mais c'était surtout de voir la différence de comportement entre le vote par approbation et justement le scrutin uninominal. Et je trouve là quand même, c'est extrêmement bien illustré à quel point, en fait, le premier tour du scrutin uninominal va complètement masquer le soutien qu'on peut apporter à des petites candidatures qui sont d'ailleurs, en fait, enfin, qui sont même pas si petites. En particulier, enfin, je pense que le plus marqué, c'est genre Poutou. Je sais pas si vous voyez ma souris. Si vous voyez ma souris, Poutou, qui au scrutin uninominal est à 2,70%, c'est vraiment pas très élevé, mais qui en fait est le deuxième dans le vote par approbation. Enfin, en tout cas, je dis pas que ça représente la population générale, mais je dis que ça illustre un phénomène qui est que le soutien, le soutien est complètement masqué par le système uninominal, parce qu'en fait, bah, une très grande partie, alors j'imagine que ça se recouvre, hein, j'ai pas fait des analyses pour savoir qui est la part, par exemple, des gens qui votent Mélenchon, qui votent aussi Poutou. J'imagine que c'est une très grande part. Mais donc on voit qu'en fait, dans les 77% qui soutiennent Mélenchon, il y en a une large part qui vont aussi soutenir Poutou, mais ça ne se ressent pas du tout dans le résultat du scrutin uninominal, parce qu'on voit que tout ce qu'on voit, c'est 60. Si on n'avait que les informations du scrutin uninominal, tout ce qu'on verrait, c'est Mélenchon à 62% et Poutou à même pas 3%. Et donc voilà, ça donne vraiment une toute autre image du soutien que peut rencontrer une candidature dans la population. Et voilà. Je sais pas ce que vous en... Combien de votants on est à... quand je l'ai fait, c'était à 6200. Je sais plus, je crois que je l'ai noté quelque part. Non, je ne l'ai pas noté. Je vais vous monter les résultats bruts, c'est là en fait. Voilà. On est à 6236 réponses. C'était un petit peu moins tout à l'heure quand je l'ai fait, donc les valeurs ont peut-être un peu bougé. Voilà, ça se présentait comme ça dans le truc. Si vous voulez regarder un peu les autres résultats, sinon, au niveau des seconds tours, ouais, je ne sais pas trop quoi faire de ces informations après coup, mais donc voilà ce que ça donne pour, en tout cas dans mon échantillon pas du tout représentatif. Le second tour Macron-Le Pen, vous êtes presque autant à ne pas voter qu'à voter Macron. Et dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Mélenchon, vous me plébiscitez assez logiquement Mélenchon. Et dans l'hypothèse d'un second tour Le Pen-Mélenchon, c'est encore plus net. Et voilà. Pour les résultats, alors je me passe là-dessus, c'est quand même le truc le plus intéressant. J'ai vu quelqu'un qui a fait remarquer qu'il y a moins de aucun dans le vote pour approbation, effectivement. C'est un autre... D'ailleurs, c'est pas évident à interpréter, parce que pourquoi est-ce que c'est... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voté aucun... qui ont voté aucun pour le scrutin uninominal, mais qui n'ont pas voté aucun pour le vote par approbation. Donc ils sont prêts à approuver peut-être plusieurs candidatures, je pense pas une seule, ce serait un peu curieux qu'ils en approuvent une seule, mais ils seraient prêts à approuver, je sais pas, un ensemble de candidatures dans un vote par approbation. Là ils sont ok, mais par contre si on leur demande d'en choisir qu'un, ils se disent non, non, dans ce cas je choisis pas, je choisis personne. Je sais pas exactement qu'est-ce qui me motive ça. Bon, après je pourrais essayer plus tard d'explorer un peu les résultats, de voir quel est le profil des gens qui font ce genre de choix. C'est vrai que c'est pas évident. On pourrait dire que ça serait plutôt l'inverse. L'inverse serait peut-être plus logique, mais enfin voilà. Après 2% sur 6000, ouais, si, ça fait quand même quelques dizaines de personnes. Donc voilà. Je sais pas si ça vous surprend par rapport enfin ce truc-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à remarquer. Enfin, bref, la gueule des résultats est assez... Surtout les résultats du premier tour est assez frappante, quoi. On voit que Mélenchon quand même a réussi à faire une dynamique d'union, quand même à ramasser un peu toutes les voix de gauche, enfin en tout cas une très très large part, c'est assez impressionnant.
Je vais peut-être lire un petit peu qu'est-ce que vous m'écrivez. Parce que en fait, quand je suis le chat sur cet écran-là, je vois pas ce que vous m'écrivez. Du coup, je le mets là au milieu. Je suis désolé. Attends, je vais le mettre là sur le côté comme ça. Ça fait un peu moins redite. Euh, Il y a certainement moins de humoristes qu'on aime à la représenter de façon générale, de toute façon. Ouais, après, enfin, franchement, l'échantillon là qu'on teste, il est pas du tout représentatif. Je pense vraiment ce qui est intéressant, c'est plutôt de comparer les deux trucs, quoi, plus que. Non, voilà, ne partez pas du principe que ça vous donne une image de quoi que ce soit qui soit pertinent à l'échelle de la population entière, hein. Euh, hmm. Si on vote tous les candidats, c'est une forme de vote blanc. Alors, ouais, j'ai failli faire une note à ce sujet-là. En fait, si on vote tous les candidats, ça, ça n'a pas, ça a le même effet qu'un vote blanc sur l'ordre des candidats, c'est-à-dire que ça ne peut pas avoir d'effet sur l'ordre, ça n'en a pas. Par contre, ça va augmenter le soutien de tous les candidats. Donc en fait, c'est un peu le contraire d'un vote blanc en un sens, parce que le vote blanc, si on en tient compte, comme je suggérais de le faire dans la vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on montre un pourcentage de soutien, en fait, on prend le nombre de gens qui soutiennent ce candidat divisé par le nombre d'électeurs qui sont exprimés, en comptant donc les gens qui s'expriment en disant bah, je soutiens rien. Le vote blanc, ça fait baisser le taux de soutien, le score de soutien de tous les candidats. Donc voilà, il y a le vote blanc, c'est genre t'es d'accord avec personne, mais tu peux aussi avoir le vote plein qui augmente le degré de soutien de tous les candidats, mais qui l'augmente également, donc du coup ça crée pas de préférence, ça peut pas changer l'ordre des candidats. Il y a des gens que je connais qui disent la gauche s'est pas unie, alors je vote pas. Du coup, ce serait eux qui genre, seraient prêts à voter pour plusieurs candidatures dans un vote par approbation, mais pour un scrutin uninominal, du coup, ils disent ah oui, je sais pas. Du coup, je vote pas. Ouais, refus de choisir. C'est ça. Vous m'écrivez un petit peu beaucoup. Je vais peut-être louper des trucs. Je suis désolé si je loupe des choses intéressantes que vous m'avez écrites. Je suppose que c'est des personnes qui s'abtiendraient parce que le candidat pour lequel ils voteraient n'a aucune chance de gagner et donc n'iraient pas voter avec un scrutin uninominal. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment une raison pour pas voter. Enfin, en un sens, voilà, si ça te. Enfin, quelqu'un qui. Ouais, ok, je vois un peu l'idée. Non, peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que les résultats viennent du fait que ton public serait de gauche réformiste ou bien est-ce que les gens de gauche réformiste votent plus que les autres? Je ne sais pas. Alors peut-être effectivement le fait d'être plutôt favorable à l'idée de changer le mode de scrutin, c'est possible que si. Je sais pas si entre la gauche et la droite il y aurait une grosse différence. J'ai l'impression que probablement à gauche on y serait plus favorable. Ne serait-ce que, disons que à droite, le statu quo est généralement plus, voilà, une force plus importante. Il y a une sorte vraiment d'inertie du statu quo. Donc c'est possible, mais je sais pas. En fait, je pense que le vote par approbation, quelque chose comme ça pourrait vraiment rassembler beaucoup de. En fait, c'est un des points aussi sur lesquels on va revenir si on regarde l'autre sondage, c'est que surtout dans la configuration actuelle qui est un peu particulière avec LREM qui arrive à se poser comme ça de façon qui est de nouveau apparemment vainqueur de Condorcet à nouveau sur cette élection-là, ce qui est pas du tout ordinaire, bah, ça fait qu'en fait, si on passait à ce mode de scrutin, ça changerait probablement pas les résultats pour cette élection-là en particulier. Donc finalement, mais par contre, je pense que les petits partis, typiquement, ils auraient tout à y gagner. Enfin, on le voit très clairement sur ces images, à quel point les petits partis, typiquement Poutou, à quel point il aurait à gagner à passer à ce mode de scrutin. Ça donnerait beaucoup plus de visibilité à ces partis. J'ai vraiment l'impression que il y aurait peu de raisons de s'y opposer, en fait. Pour des raisons différentes, tout le monde pourrait s'accorder sur le fait que c'est pas une mauvaise idée, que c'est plutôt une façon euh, intéressant de faire évoluer la façon de voter. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est pas complètement fantaisisme. Après, moi, je suis pas du tout du genre à vouloir lancer des pétitions et tout ça. Enfin, si des gens veulent utiliser ma vidéo pour lancer un truc autour de ça, libre à vous. Moi, j'ai aucune envie de dépenser de l'énergie là-dedans, mais dans l'absolu, je pense que c'est relativement crédible
comme évolution, beaucoup plus que le jugement majoritaire. Je pense que le jugement majoritaire, enfin, on en reparlera peut-être quand je vous montrerai l'autre sondage, qui est faite par une organisation qui promeut le jugement majoritaire. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde qu'on puisse passer à ça. Après, je trouve que c'est un mode de scrutin qui est très intéressant. Je pense qu'il vaut le coup d'être utilisé éventuellement dans différentes, ouais, à différentes occasions, mais pour un scrutin comme l'élection présidentielle, je n'y crois pas une seconde. Et il y a un côté, faut pas se focaliser sur ce truc-là en se disant c'est ça qu'il faut parce que c'est mieux encore. Euh, pour dire le truc que j'ai l'impression que c'est un truc de papa de dire ça, mais le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que le scrutin majoritaire est mieux que c'est une bonne idée de le pousser comme ça à ce point. J'ai l'impression qu'un truc comme le vote par approbation il serait beaucoup plus facile à obtenir. Le truc, c'est que en gros, si on arrive à passer à un truc comme le vote par approbation, ce serait probablement un chemin plus aisé si on veut arriver encore à d'autres trucs comme le jugement majoritaire, de passer d'abord par une première étape où on passe de scrutin uninominal à un vote par approbation. Enfin, j'ai l'impression que ça serait plus réaliste comme passage, quoi. On va pas passer d'un coup de le scrutin uninominal au jugement majoritaire, quoi. Ça paraît vraiment idéal comme truc, mais du coup, voilà. Du coup, on appelle ça un vote noir. Et le vote quand on vote pour tout le monde, ouais, j'aimerais plutôt ça un vote plein ou un truc comme ça. Genre. Mais j'aime beaucoup, ça me fait vraiment le fait qu'il y ait le vote blanc et le vote plein, disons, comme cas extrême du vote. Je trouve je sais pas, ça satisfait quelque chose de logicien en moi, qui est de se dire que finalement, un vote, c'est toujours un sous-ensemble de l'ensemble des candidats. En sachant que dans les sous-ensembles, il y a l'ensemble vide et puis il y a l'ensemble lui-même. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça me satisfait beaucoup ce truc-là. Ce serait intéressant d'avoir des stats avec une population plus large. Ben, on va avoir plus ou moins ça quand on va regarder l'autre sondage. Je vais peut-être passer à ça, je ne sais pas. Donc les abstentionnistes sont dans aucun. Alors, pas forcément en fait. Enfin, en gros, quand vous remplissiez le sondage, vous pouviez ne rien cocher du tout. Donc j'avais rien précisé, c'est-à-dire j'avais juste dit vous pouvez ne rien cocher. Et en fait, toutes les réponses sont facultatives dans le sondage. Donc j'ai pas vraiment de... Donc voilà, j'ai pas précisé si les gens qui répondent ça le faisaient, soit s'abstenaient, enfin avaient prévu de s'abstenir ou de voter blanc. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si dans les deux cas, de toute façon, c'est pas du tout pris en compte. Donc voilà. Pour moi, aujourd'hui, ne pas aller voter équivaut clairement à donner son vote au candidat qui gagne. Et quand c'était ça, c'est de l'hypocrisie intellectuelle, nous dit Snoopaille. Écoute, je trouve ça, oui, je ne vais pas m'engager sur ce genre de questions. C'est compliqué. Puis on est tous trop énervés là en ce moment. Et essayons de ne pas s'énerver. On va juste regarder les choses. Vous m'écrivez beaucoup, du coup, je ne sais pas où j'en suis. Snoopaille, t'es énervé. Le truc que je dis, c'est ça. Oui, ne nous énervons pas, c'est tendu en ce moment, sur Twitter et tout ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bonne Réponse à Berkane. Ça me fait rire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres aspects de ces résultats-là qui sont intéressants. Je me disais, ce qu'on voit aussi, si on regarde Macron, regardons le cas de Macron. Donc Macron, dans il reçoit quand même beaucoup plus de soutien dans le vote par approbation, genre quasi 2 fois plus de soutien dans le vote par approbation qu'au premier tour. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'écart en fait. On a l'impression que plus l'écart est petit, plus on peut se dire que vraiment le candidat, le candidat, par exemple typiquement Mélenchon là, il a vraiment réussi à capter un maximum de voix qu'il pouvait capter pour son premier tour du scrutin uninominal. Plus l'écart est grand, plus c'est l'inverse, quoi. Et au contraire, on peut se dire que là, typiquement, Poutou, il en a perdu des voix potentielles, probablement au profit de Mélenchon. Et donc c'est intéressant de voir l'écart en question. On voit que typiquement, par exemple, Pécresse à droite, il y a quand même un énorme... Enfin, ils sont quand même 5% à être prêts à la soutenir dans un vote par approbation, et que 0,80 à voter pour elle. D'ailleurs, c'est marrant, la salle, c'est énorme, quoi. C'est bizarre aussi ce truc-là. J'ai qu'une idée très très vague de ce qu'est la salle.
Euh, je- voilà, l'ordre dans lequel j'ai mis les trucs, c'est l'ordre que donnait Wikipédia, hein. J'ai pas choisi l'ordre non plus, hein. J'imagine, enfin, globalement, ils ont voulu respecter un côté de gauche à droite, quoi. Euh, on voit aussi que, par exemple, Zemmour, lui, il y a assez peu de différence, quoi. C'est un de ceux où il y a le moins de différence. Donc c'est pareil, il a réussi à capter pas mal de. Ouais, c'est plutôt un candidat qui a réussi à capter l'essentiel de ce qu'il pouvait capter en termes de voix parmi ceux qui sont prêts à le soutenir, quoi. Et faut regarder dans les résultats de l'autre truc. Voilà, peut-être je vais l'ouvrir le truc. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Euh, voilà, c'était ce truc-là. Donc il y a ce collectif qui s'appelle Mieux voter, donc qui est, si je ne connais pas bien, mais je crois que ça promeut essentiellement le jugement majoritaire. Je crois qu'ils sont derrière, enfin ils ont participé à la primaire populaire, donc c'est possible qu'ils me détestent un petit peu parce que je me suis quand même un petit peu foutu de la gueule de la primaire populaire dans la vidéo. C'est possible qu'ils l'aient mal pris, j'en sais rien, peut-être ils ont pas vu mon truc, c'est aussi extrêmement probable. Mais je me dis que s'ils le voient, ils pourraient mal le prendre, parce que c'est vrai que je me fous un petit peu de la gueule de la primaire populaire, on va pas se mentir. Et, donc voilà, ils promeuvent vraiment le jugement majoritaire, c'est leur truc, mais ils ont aussi fait donc ils ont fait des sondages qui simulent ça, enfin en gros qui disent voilà, si vous deviez voter en mettant une appréciation, etc., bah, comment vous voteriez, et ils essayent de faire des résultats. Alors voilà, il y a un thread là qui est pas mal, mais je vais aller plutôt sur j'ai trouvé la présentation PowerPoint du truc, voilà. Donc c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ce truc-là, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs. Voilà, l'intention de vote au premier tour. Donc eux, ils ont ça comme répartition, hein. C'est assez différent de celle que j'ai. Et je sais pas si vous voyez tout. Attendez, je vais peut-être mettre le truc en plus petit. Hop. Attendez, hop. Je vais fermer mes choses. Est-ce que je peux, si je vous le mets comme ça, vous l'avez en entier à peu près. Ouais, voilà. Il y a encore un truc à droite de Le Pen? Non. Là, c'est pas le même ordre d'ailleurs, ils ont mis Le Pen tout à droite. Ouais, effectivement, Snoopy fait la même remarque. Je sais pas, voilà, moi comme j'ai dit, j'ai pas choisi le truc, hein, j'ai vraiment juste pris l'ordre qui était donné par Wikipédia. Et donc voilà, ça c'est une espèce de truc de référence. Et il y a 11% qui n'expriment pas d'intention de vote. Et ensuite, l'intention de vote par jugement majoritaire. Alors attendez, en fait, on va tout de suite, on va passer les trucs du jugement majoritaire pour le moment. On y reviendra si vous avez envie de discuter du jugement majoritaire aussi. Mais moi, je voudrais passer au truc parce qu'ils ont aussi, hop, voilà. Voilà, ils ont aussi toute une section sur le vote par approbation. Alors, il y a ce premier truc où vous interrogez les gens sur la probabilité d'aller voter un scrutin par approbation. C'est intéressant, j'avais pas vu ça. Donc ils sont... attends, comment est-ce qu'on lit ça? La question c'est si l'élection présidentielle se déroulait par ce mode de scrutin par approbation, quelle est la probabilité que vous alliez voter? Donc... Attends, c'est quoi les notes? Je crois pas les notes. Genre plus c'est élevé, plus t'es sûr d'aller voter. C'est un peu ça. Donc la gueule du truc, c'est ce truc-là. Donc ils sont, disons, 60% à être très sûr, 25% à être assez chaud et 13% de 1 à 5. Alors juste par curiosité, il y avait la même question, j'imagine, pour le scrutin majoritaire. Ah, c'est marrant, ils sont moins. Les gens seraient moins motivés à aller voter. Ça me paraît. Ok. C'est marrant. Genre, pourquoi tu serais moins motivé à aller voter? Et je sais pas s'il y a, par exemple, sur le scrutin majoritaire, les gens ils seraient pareil, moins motivés. C'est marrant. J'ai l'impression que juste tu changes le scrutin, les gens ah non, faut apprendre quelque chose, ça va être compliqué. Non, je sais pas, c'est curieux à interpréter ce truc-là. C'est peut-être ça, c'est plus compliqué. Bah, en l'occurrence, pour le vote par approbation, en fait, tout dépend comment on le présente aussi, parce que c'est un des trucs, souvent, je trouve qu'on le présente d'une façon qui donne l'impression que c'est compliqué, alors que c'est fondamentalement l'un des modes de scrutin les plus simples. C'est limite plus simple que le scrutin uninominal. Enfin, alors il y a le rapport à l'habitude qui fait que faut apprendre un nouveau truc, mais ouais, là, il n'y a pas de précision sur comment ça a été présenté. Mais je pense que ça peut jouer pas mal. Ça peut vraiment jouer pas mal le côté.
Ah ouais, typiquement si on le présente comme une espèce de liste et tu dois cocher pour chaque candidat si tu l'approuves, si tu le désapprouves, genre tu aurais une action à faire par candidat, genre sur 12 candidats, oh là là, c'est long, c'est beaucoup plus long. Si tu dis simplement, bah en fait c'est le même principe, mais tu peux mettre plusieurs bulletins si tu as envie. Euh, ce qui est, ce qui, voilà, c'est rarement présenté comme ça, comme souvent on se dit plutôt ça serait plus simple avec une liste, ce qui est possible, hein, mais disons philosophiquement dans l'esprit du scrutin, j'ai l'impression que c'est plus simple de l'expliquer, surtout quand on part de notre situation à nous, en disant bah, en fait on pourrait simplement mettre plusieurs bulletins dans chaque enveloppe. D'ailleurs, il y a un truc qui est revenu très souvent dans les commentaires, c'est que ça poserait des problèmes de fraude et ça faciliterait la fraude parce qu'on ne pourrait pas compter le nombre de bulletins et le faire correspondre au nombre de personnes ayant voté dans le bureau de vote. Et en fait, ouais, il y a plein de façons de... Enfin, faut se rendre compte déjà que la fraude est possible dans notre mode de scrutin à nous. Euh, et que bon, faut comparer par rapport à ça. Et il y aurait d'autres moyens. Alors, on peut compter le nombre d'enveloppes, effectivement. Et on peut aussi, en fait, parce que le problème, c'est qu'en fait, même si tu comptes le nombre d'enveloppes, au final, tu auras un certain nombre de bulletins. Par exemple, si tu comptes vraiment juste les bulletins, à la fin, tu auras effectivement un nombre de bulletins qui ne correspond pas vraiment au nombre d'électeurs. Et du coup, tu pourrais te poser la question de savoir si quelqu'un n'est pas venu à un moment donné à rajouter une petite pile de bulletins comme ça, vite fait, discretos. Euh, et alors en fait, un moyen d'éviter ça, c'est que lorsque tu fais le dépouillement, alors ça demanderait plus de temps forcément. Enfin, de toute façon, ce système-là demanderait plutôt un peu plus de temps pour le dépouillement vu qu'il y aurait plus de voix. Euh, c'est que en fait, quand tu ouvres une enveloppe, tu considères que la personne a voté pour les bulletins, enfin les personnes dont le nom se trouve dans l'enveloppe, et qu'elle a voté contre les autres. Et tu vas comptabiliser à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres une enveloppe, tu dis si l'enveloppe était pour ou contre tel candidat, pour chaque candidat. Et donc à la fin, pour chaque candidat, il y a un nombre égal de votes, enfin voilà, qui est égal au nombre de personnes qui ont voté dans le, dans le bureau de vote. Et juste, bah, on fait la différence entre les votes positifs et les votes négatifs, quoi. Donc si tu fais cette technique-là, du coup, ça fonctionne de la même façon en termes de décompte. C'est-à-dire qu'il y aura bien effectivement une adéquation entre le nombre de gens qui ont voté, qui ont voté, et le nombre de votes pour chaque candidat. Donc voilà, bref, je ne sais pas si c'était super clair. Mais, ou sinon, effectivement, il y a le système des cases à cocher. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu as intégré le fait que le truc du vote par approbation fonctionne, enfin, si tu as intégré le principe du vote par approbation, effectivement, le truc d'une liste de candidats et juste tu coches, ou un truc comme ça resterait le plus simple. C'est le plus naturel. Moi, j'aime bien dans la vidéo essayer de le présenter à partir du truc qu'on connaît. Nous, on a l'habitude des petits papiers avec le nom dessus. Genre, c'est assez caractéristique du vote. Et c'est intéressant de dire, en fait, on pourrait garder ce principe-là. Je trouve d'un point de vue ne pas heurter les habitudes, je trouve ça pas mal. Donc voilà, on était en train de s'étonner sur sur ce sondage où on voit que en fait, les gens seraient moins enclins à aller voter si c'est un scrutin par approbation par rapport au scrutin actuel, effectivement. Comme quoi la force de l'habitude, quand même, c'est un truc, c'est dingue parce qu'il y a pas de raison, quoi. Là, en l'occurrence, en particulier quand tu compares scrutin par approbation et scrutin uninominal tel qu'on connaît, quoi. C'est- si t'es prêt à aller voter pour un scrutin uninominal, c'est vraiment pas plus compliqué. Au pire, tu fais pareil. Au pire, tu fais pareil, tu mets juste un bulletin comme tu avais prévu de le faire. C'est pas grave, ça marche aussi. Donc, simplement, on change les règles. Et, ah non, c'est trop compliqué, il va falloir apprendre des choses. Et donc, voilà le résultat que ça donne pour le vote par approbation dans ce sondage-là. Donc, hop, je le mets comme ça, vous le voyez, ouais, c'est bon. Euh, donc, ce qui est assez frappant, alors c'est hyper différent. C'est hyper différent de, de ce qu'on a chez nous, dans notre, quand on a regardé les résultats du sondage que j'ai fait. Et en particulier, ça rehausse pas tant que ça les tout petits candidats. Et ça me paraît un poil surprenant par rapport aux résultats que j'ai eu avec le sondage, parce que avec mon sondage, Poutou, attends, si je repasse, il passe de 2,70%. C'est-à-dire que même, attendez, en fait, ça m'intéresse. Je vais revenir, il est où le truc? C'est là.
dans le truc uninominal, là, leur truc de référence, il a combien, Poutou? Poutou, il est à 1%. Donc dans le vote que je propose, moi, version uninominale, il est à 2,70%, donc c'est pas hyper différent. Par contre, niveau soutien, il est dans mon truc à 55%, ce qui est complètement hallucinant. Bon, on est d'accord que c'est un échantillon biaisé, mais on voit quand même, normalement, il devrait remonter beaucoup plus que ça. C'est surprenant que ça les faire passer seulement quand même de 1% à 5%. Ah oui, j'avais pas vu, en fait, là, ils mettent le score qu'ils ont eu pour le scrutin uninominal. Et donc, on voit quand même que ça remonte ces petits candidats, genre Hidalgo qui passe de 2% à 6%, Jean Lassalle de 2% à 8%. Mais c'est pas aussi fulgurant que ce que j'ai trouvé en faisant le sondage, quoi. Donc, alors je sais pas comment on peut expliquer ça. C'est possible qu'il y ait eu un défaut d'explication, hein, comme tu dis, Waloulef, effectivement. Faut voir comment ça a été expliqué. C'est possible que ça joue. C'est sûr qu'en sortant d'une vidéo où j'explique pourquoi est-ce que c'est intéressant, quel intérêt on peut trouver à ça, ça fait pas le même effet. Mais ouais, quand même, je trouve ça assez curieux comme résultat. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ça change pas fondamentalement l'ordre dans lequel arrivent les candidats, mais ça donne une image plus nette du soutien réel dont ils disposent en quelque sorte. Et c'est vrai que on aboutit à un Macron qui serait genre si on faisait ça un vote par approbation en un tour, ça voudrait dire que Macron il est élu. On a eu chaud, quoi. Genre, il est élu avec 4% d'avance sur Le Pen et avec 29% de soutien, quoi. Et effectivement, il n'y a pas de quoi, comment dire. Bon, ok, t'es élu, t'as la majorité, une majorité relative, mais effectivement une majorité au sens où personne ne rassemble plus de soutien, mais 29%, quoi. C'est pas fifou, quoi. Les scores paraissent hyper faibles globalement. Ouais, attends, qui écrivait ça? J'ai pas vu. Je vois quelqu'un. Ouais, effectivement, les scores paraissent très faibles. C'est assez curieux. Je pense. Et puis il y a aussi. Enfin, voilà, on imagine ce que ça donnerait. Genre, on dit oui, alors si c'était un vote par approbation, comment vous voteriez? Ça changerait aussi globalement la dynamique des campagnes, etc. Et je pense que ça sous-estime probablement, globalement, là, dans l'ensemble des résultats, sous-estime le taux de soutien auquel arriveraient les candidats dans ce genre de système, probablement. Donc voilà, je trouvais que les résultats étaient intéressants. Je me demande aussi combien, en moyenne, pour combien de gens en moyenne les gens votent dans ces scrutins-là. Il y a aussi des résultats assez marrants, tu regardes là-dedans, c'est que il y a beaucoup de... Genre, pour Emmanuel Macron, il y a vraiment une grosse différence entre hommes et femmes. C'est pas le cas de la plupart des candidats. Et du coup, en fait, je me demandais, mais du coup, elles votent quoi les femmes? Parce que en fait, comme c'est pas inversé sur presque tous les autres, sur Zemmour aussi, évidemment. Et, par contre, en fait, voilà, c'est juste que les femmes, elles votent moins du coup, en fait. Le problème de représentation, quoi, fait qu'elles votent moins, quoi. Effectivement, t'as pas forcément envie, quand t'es une femme, d'être représentée par Macron. Donc, ouais. C'est assez déprimant tout ça. Enfin voilà, vous pouvez regarder le sondage de Opinono, il est très intéressant. Alors on peut regarder aussi le truc du jugement majoritaire. Vite fait, hop. Ça donne ça, le résultat. Donc pareil, l'ordre n'est pas différent, je crois que c'est exactement le même. Non, je crois que Pécresse se retrouve en 3e position, alors que dans le vote par approbation, elle est bonne 3e. Bonne 4e, je veux dire. Et Mélenchon est 3e. Donc il y a quand même une différence. Attendez, c'est quoi? Ensemble des électeurs, voilà, c'est celui-là. Donc ça donne ça. On aurait effectivement un Macron passable. J'aime beaucoup cette idée. Ça s'affiche comme ça à l'écran le dimanche à 20h. Macron passable. J'aime beaucoup l'idée.
Merci Modo pour le délai sur mon message. Je parlais de La Salle, l'histoire de la cochonne. Je comprends pas la ref. J'ai pas beaucoup, enfin, je suis pas toute cette campagne de très près, donc il y a plein de trucs que je ne comprends pas, probablement. Vainqueur Macron passable, ouais, effectivement, ça donnerait ça. On voit que, ouais. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'il y a une égalité de mention, il y aurait quand même là 3 qui seraient sur la même mention, en fait, passable. On choisit. Je sais plus quelles sont les règles, mais les règles sont relativement complexes hein, du truc, parce que pour résoudre les égalités, c'est pas toujours simple. Enfin, là, en l'occurrence, on voit bien que pour Macron, ça arrive beaucoup plus vers le haut, donc ça serait logique. On voit que Zemmour, il serait carrément à rejeter. Est-ce qu'on a un gage quand vraiment on a une majorité qui a voté pour toi à rejeter? Je ne sais pas. Une interdiction de se représenter. C'est bon. T'as tenté ton truc. C'était il y a quelques années, il avait dit que sa femme était une cochonne, donc Jean Lassalle, quelque chose dans le genre. Ça avait ressorti ainsi. Ça pourrait contribuer à expliquer la frilosité des femmes pour lui. Ok, je connaissais pas l'histoire. Parce que pour Jean Lassalle aussi, il y a cette différence. Attendez, Jean Lassalle, en même temps, il doit pas avoir... Ah oui, 11%, 4%, ouais. Impressionnant. Impressionnant. En fait, il n'y a que Marine Le Pen pour qui c'est au-dessus. Et sinon, Pécresse, non, elle bénéficie pas d'une sorte de solidarité féminine, on pourrait... Non, non. Et le seul truc, en fait, c'est juste, elles sont beaucoup plus nombreuses à ne voter pour aucun des candidats. Et là, on parle d'un vote par approbation, quoi. Donc, c'est pas... Du coup, voilà, c'est quoi ça, le vote par approbation? Ah, voilà, ça c'est juste les résultats sur l'ensemble des électeurs. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de regarder ces choses-là. Je ne sais pas si ce collectif mieux voté arrivera à tirer quelque chose. Moi je trouve que en pariant sur le jugement majoritaire, en défendant le jugement majoritaire, j'ai l'impression qu'ils défendent un truc qui a à peu près zéro chance de s'imposer. Donc c'est toujours un peu dommage. Tandis que le vote par approbation aurait été stratégiquement, même si... Alors peut-être que justement ils peuvent se dire, avoir la même analyse et finir par se dire que le vote par approbation serait un bon intermédiaire avant de pousser des trucs plus raffinés comme le jugement majoritaire. Ça pourrait peut-être être effectivement le sens du fait qu'ils testent aussi le vote par approbation. Dans ce cas, ça serait cool. Je sais pas trop quelle est leur stratégie, quoi. En dehors de son franc-parler et de son décalage, la salle est ouvertement misogyne, oui, sans parler des accusations d'agression sexuelle. Ah, ok. Bah écoute, il gagne pas à être connu, donc j'étais content de ne pas le connaître. C'est pas sûr que le jugement majoritaire pourrait pas s'imposer, il est déjà utilisé par certains partis en interne, paraît-il. Je parle pour des élections majeures du type élection présidentielle, etc. Je pense pas que ce soit crédible une seconde pour des élections de cette importance. Et juste en fait, je pense que le gain, la différence, elle serait pas très très grande en fait. Tu dis pourquoi pour gagner un vote qui serait un peu plus expressif, etc. Je suis pas convaincu que l'intérêt de ce petit surcroît d'expressivité du vote soit hyper intéressant. Après, je sais pas. Hein. Je trouve, voilà, concrètement même, il y a vraiment ce truc-là qui me frappe dans le vote par approbation, par rapport au jugement majoritaire ou n'importe quel autre système de vote, c'est que concrètement, quand tu dois organiser un vote, quand tu dois prendre une décision collective, si tu as du temps, peut-être tu vas organiser un truc au jugement majoritaire, etc. Mais le truc qui vient spontanément, alors on pourrait dire oui, mais quand on fait une élection présidentielle, on a du temps, etc. Mais le fait que le vote par approbation vienne spontanément, parfois même sans qu'on y réfléchisse en fait, parce que c'est juste une façon assez simple de s'organiser. Dans la vidéo,
Je dis en fait quand on fait des votes à main levée, très souvent en fait ce qu'on fait c'est un vote par approbation. On s'en rend pas forcément compte, mais si tu fais voter, je sais pas, tu dis voilà qui veut aller là et t'as des gens qui lèvent la main, qui veut aller là et des gens qui lèvent la main, puis on compare vite fait si s'il y en a plus qui ont voté pour le premier truc pour le second. C'est un vote par approbation qui est venu de façon totalement spontanée. Et je pense vraiment c'est pas facile d'essayer de convaincre les gens de changer pour un système de vote. Avoir cette option-là qui est à ce point simple, naturelle, voilà, qui est simple à expliquer, etc. euh, pourquoi pas s'en satisfaire, au moins dans un premier temps, quoi. Donc voilà. Je reviens sur ça parce que je suis assez fier de mes petits résultats. Voilà. Go lancer un think tank. Alors c'est vraiment la pire des choses qui pourrait m'arriver. Aucune envie. Pour le jugement majoritaire, j'aurais des suggestions du genre, c'est GKP Light qui me dit ça. Ah zut, j'ai perdu le truc. Si voilà, c'est là. Pour le jugement majoritaire, ajouter un vote connaît pas le candidat, ce qui serait mieux que à rejeter, mais moins bien que le reste. Si la mention majoritaire est pas assez connue, on refait le vote et ceux à rejeter sont exclus de l'élection. Bon, le truc c'est voilà, pour un truc comme l'élection présidentielle, genre mettre des règles aussi compliquées, c'est évident que c'est hors de question. Même la version relativement simple serait compliqué à faire adopter, mais un truc où tu rajouterais des règles comme ça, c'est pas crédible une seconde. Et si c'est pour un autre truc, bon bah oui, tu peux organiser des. Et le truc c'est que si c'est pour un truc plus, disons, voilà, une simple élection, je sais pas, dans une association qui veulent prendre une décision collective, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des trucs aussi compliqués? Pourquoi pas, mais en même temps pourquoi? Souvent ça changera pas fondamentalement le résultat. En fait, en fait c'est aussi un truc, c'est que on a de bonnes raisons de penser que globalement, à partir du moment où tu as des systèmes de vote qui ont des bonnes propriétés, ça va généralement produire à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire, ça va favoriser le vainqueur de Condorcet, ça va. Donc, on obtiendra à peu de choses près les mêmes résultats. Donc, dans ce cas, autant. Voilà, et c'est vrai pour le vote par approbation. Le vote par approbation va favoriser le vainqueur de Condorcet. C'est pas un scrutin de Condorcet, mais voilà, si tu fais quelques hypothèses sur comment est-ce que les gens se comporteront par rapport à ce scrutin, il semble effectivement que ça favorise le vainqueur de Condorcet. On a même des données empiriques qui vont dans ce sens-là. J'avais vu ça. Ou ça ferait gagner le vainqueur de Borda, dans le cas où c'est pas le même. Donc ça reste des vainqueurs relativement cohérents avec ce qu'on attend d'un scrutin. Donc voilà, ça fait le job, vraiment. Donc voilà, j'ai peut-être repassé en plein écran. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo et tout ça. Oh mon pauvre monstre vert, j'avais pas vu qu'il est complètement ratatiné là derrière. Où peut-on trouver ces résultats pour mieux les analyser? Alors pour le truc, le deuxième truc que je vous ai montré, je peux vous donner le lien. Je sais pas comment c'est quelqu'un qui m'a envoyé la présentation PowerPoint, je sais pas où est-ce qu'elle était parce que je crois pas qu'elle soit dans le thread Twitter que je vous ai montré au début. En tout cas voilà, je viens de vous mettre le lien. C'est de la présentation PowerPoint où il y a un peu tous les résultats. C'est mieux que le thread Twitter parce que dans le thread Twitter il n'y a que des captures d'écran avec je sais pas en 144p ou un truc comme ça, enfin un truc vraiment bien dégueulasse. Si on met en place le vote par approbation, est-ce que ça va pas démultiplier le nombre de candidatures? Même si on garde les 500 parrainages, les élus seraient moins frileux à parrainer. Oui, je pense que ça supposerait de revoir pas mal de choses qui entourent l'organisation des élections. C'est une autre remarque, par exemple, c'est de se dire que le seuil de 5% pour se voir rembourser les frais de campagne intégralement, ça serait peut-être un poil trop bas par rapport. On peut comprendre pourquoi c'est pas facile d'atteindre 5% dans un scrutin uninominal. Dans un vote par approbation, c'est beaucoup plus simple, vu qu'il n'y a pas l'exigence que la somme des pourcentages fasse 100. Ça peut faire beaucoup plus. Donc
Donc ouais, il y aurait des choses à, il y aurait des choses à organiser, mais on a envie de dire, pour que le scrutin uninominal fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui, on a dû typiquement faire cette règle des parrainages, etc., qui n'a rien d'évidente non plus. Donc voilà, c'est plus des questions techniques que des trucs fondamentaux, fondamentales quoi, par rapport à la légitimité de ce type de scrutin. Euh, Si on met... pardon, ouais. Euh, Dans une démocratie à scrutin universel, ce serait problématique si une grosse partie des électeurs ne comprennent pas le mode de scrutin. Oui, je suis bien d'accord, Ginevra. C'est, c'est- je pense que c'est vraiment un truc important, ce point-là. Il faut que n'importe qui puisse comprendre le scrutin, il faut que ce soit clair et il faut que la légitimité du procédé soit aussi claire que possible. Parce que c'est un peu l'une des seules vertus. Enfin, en gros, il faut pas voir le. Il me semble. Euh, je suis pas du tout expert en sciences politiques ni quoi que ce soit, mais il me semble que il faut pas voir l'élection comme un outil pour sélectionner des personnes compétentes. C'est pas forcément, c'est clairement pas forcément un des meilleurs outils pour ça, mais pour construire la légitimité, faire en sorte que les personnes qui sont en position d'exercer le pouvoir aient une forme de légitimité, ouais, une forme de légitimité à le faire. C'est préférable. Et ça marche pas très bien, hein, mais dans l'idée, ce serait ça. Et de ce point de vue-là, le fait que le processus de l'élection soit clair est important, en fait. Si tu as un processus d'élection qui te dit oui, alors ça va vraiment sélectionner forcément, genre de façon prouvée mathématiquement, on extrait les préférences de la tête des gens et on en tire exactement le, le résultat optimal. Les personnes comprennent comment ça marche. T'as beau arriver à un résultat optimal, le problème c'est que il va manquer à ce résultat optimal, ce candidat comme ça qui serait élu. Euh, ce côté, enfin, cette compréhension de sa légitimité, quoi. Et c'est important, quoi. Il me semble. Bon, c'est c'est des questions difficiles. Je saurais pas. Je voilà, je pourrais y consacrer peut-être un épisode un jour, mais je vais pas me risquer à me lancer dans des grandes analyses autour de ça. Voilà, c'est pas spécialement mon domaine. Es-tu surpris du bord politique de ta communauté? Non, pas tellement. Pas tellement du tout. Au demeurant, c'est pas la première fois que je fais des sondages, hein, où j'avais souvent, par exemple, quand j'avais fait mon truc sur le libre arbitre, hein, j'avais fait un sondage qui avait vraiment rassemblé, je sais pas, 10 000 participants, un truc comme ça. Et à la fin, il y avait des données démographiques, parce que je voulais avoir quelques données démographiques, et j'avais notamment posé des questions sur le bord politique, et j'avais vu que ma communauté est effectivement très très à gauche. Après, là, moi, je suis assez impressionné par le vote Mélenchon au premier tour dans ma communauté, là. Vraiment qui est hyper élevé et au contraire, et tous les petits candidats sont vraiment ramenés à très très petits, même encore plus petits que dans la population générale, en fait, par rapport à l'autre sondage là, qui date peut-être d'il y a quelques jours. C'est possible que vraiment, là, dans les derniers jours, ça, se, ça se bouge pas mal à ce niveau-là. Mais ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Voilà, je sais pas si vous entendez, j'ai des enfants qui crient à côté. Euh, Après, en vérité, le truc de la difficulté du mode de scrutin, c'est aussi d'un manque d'éducation au scrutin. Même les délégués de classe sont élus au scrutin uninominal, ça pourrait se changer. Ouais, c'est vrai que quand j'étais prof, c'est assez marrant, mais c'est vraiment écrit dans le règlement, ou je sais pas, enfin un truc un peu officiel, quoi, que tu dois élire tes délégués au scrutin uninominal à 2 tours. C'est genre écrit. C'est quand même, c'est quand même dingue. Je sais pas si j'avais. Je pense que si j'étais prof, je ferais de la résistance. Je dirais non, on va faire un vote par approbation. Ah, voilà. Je sais pas ce que tu risques si tu fais ça. Genre vraiment, t'as un déglingo, quoi. Le mec, il a fait un vote par approbation pour les délégués, mais ça va pas.
puis après tu as le collègue qui va faire un truc au jugement majoritaire. Non mais typiquement, c'est un bon argument, c'est que genre tu peux envisager de dire ouais non, finalement on va pas faire un truc en 2 tours, enfin on peut faire 2 tours quand même, hein, d'ailleurs, hein. Je pense que si on a l'habitude des 2 tours, c'est pas si mal de faire 2 tours, mais faire un vote par approbation en tout cas, c'est-à-dire permettre plusieurs soutiens. Mais est-ce que tu te verrais mettre en place un jugement majoritaire là pour l'élection des délégués? Enfin, faut vraiment être un fan hardcore du jugement majoritaire pour, pour vouloir faire ça. Enfin, dire clairement non, ça sert à rien, c'est pas la peine, quoi. Les élèves vont rien comprendre. Enfin, non, c'est une mauvaise idée. C'est même pas. C'est clairement une mauvaise idée. Tandis qu'un vote par approbation, mais ça, c'est pas compliqué, quoi. C'est aussi compliqué que d'organiser un scrutin uninominal. Donc, je suis pour le jugement majoritaire pour noter les jeux sur Steam. Pourquoi pas? Bah, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas extraire. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on note avec un truc à 5 étoiles, typiquement. Est-ce qu'on pourrait pas extraire une forme de jugement majoritaire avec ça? Il y aurait moyen, probablement. Le Cibus m'écrit un truc long, je vais quand même lire. Attends, est-ce qu'il y a un risque avec le vote par approbation que ça finisse par se transformer en scrutin uninominal à un tour où tout le monde ne voterait que pour un candidat pour être sûr de le voir gagner? J'ai l'intuition qu'il y a un phénomène de type dilemme du prisonnier où si l'on considère que tout le monde fait ce raisonnement, on est un peu obligé de faire pareil pour son premier choix, pour que son premier choix soit pris en compte. Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi. Enfin, typiquement, voilà, si tu veux voter pour Poutou parce que c'est vraiment ton candidat préféré, tu sais qu'il a quasi pas de chance d'être élu, mais tu veux quand même voter pour lui. Bon, par ailleurs, tu sais que celui à gauche qui a le plus de chance, c'est Mélenchon. Dans tous les cas, tu pourras voter à la fois pour Poutou et pour Mélenchon, et je vois pas pourquoi, si Poutou est ton préféré, tu devrais voter que pour lui, sachant que de toute façon, il peut pas l'emporter. Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi. Ça me semble assez clair que non, justement, on peut pas. Ça peut évoluer de toutes sortes de façons, mais pas en un scrutin uninominal. Tu penses qu'un jour le scrutin sera réformé? Honnêtement, je suis assez pessimiste. Enfin, ça dépend ce que tu appelles un jour, quoi. D'ici quelques siècles, oui. Ne serait-ce que parce qu'il y a peu de chances que la 5ème République dure bien longtemps, à l'échelle géologique, encore moins. Mais disons, genre, je pense pas qu'en 2027, ce sera autre chose qu'un scrutin uninominal, hein. Peut-être avant que je meure, quand même. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est difficile. Mais je suis pas mécontent d'avoir fait ce que j'ai pu en faisant cette vidéo pour favoriser ce changement s'il devait arriver un jour. J'ai dit les trucs complètement dans le désordre et je me rends compte qu'en fait, vous avez beaucoup écrit là. Tu as vu la nouvelle vidéo de Science for All sur le système de vote idéal? J'ai vu, j'ai rien compris et je crois que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc de ne pas comprendre le scrutin. Et je dois avouer que en la regardant, je me disais c'est marrant parce qu'on va avoir l'impression que genre ma vidéo répond à la sienne, mais alors, pas du tout. Enfin, je l'ai sorti le lendemain, il a été en montage depuis un moment. Mais j'avoue que voilà, c'est typiquement le truc. Après, je pense que c'est pas destiné au même type d'usage, quoi. Je pense pas qu'ils proposent ce truc-là pour faire quelque chose comme une élection présidentielle. C'est davantage pour d'autres types de modes, d'autres types de décisions collectives, disons. Mais c'est vrai que il y avait un contraste saisissant entre moi qui disais bon, j'ai parlé du scrutin de Condorcet il y a 5 ans, mais après coup, je me dis il faut, c'est important d'arriver à un truc simple, etc. Et je défends le vote par approbation comme justement un truc simple. Et lui qui part sur un truc qui est encore plus compliqué au point qu'il ne peut même pas l'expliquer dans la vidéo où il présente le truc. Et il y a un petit côté, effectivement, t'inquiète, c'est revu par les pairs, c'est fiable, c'est bien, c'est robustement bénéfique. T'inquiète frère, mais j'avoue que voilà, c'est clairement un problème en soi, quoi, le côté opaque du truc. C'est possible de dire que ce soit même opaque aux créateurs du scrutin, genre s'il y a un peu de machine learning au milieu de tout ça,
Tu sais pas exactement, mais clairement, c'est extrait des trucs qui sont optimaux par rapport aux préférences des gens. Admettons. Je, c'est, je trouve ça, je trouve ça audacieux comme truc. À quand l'épisode sur Rick et Morty? Je suis désolé. Il y a des chances pour qu'on vous l'attendiez longtemps, honnêtement. J'aimais bien, j'ai quelques idées, j'ai noté quelque chose, mais j'avoue que. D'ailleurs, parce que c'était à l'époque où je faisais des votes. Il avait remporté le scrutin, mais vraiment du. Je sais plus, il y avait une histoire. Enfin, ça s'est joué à une voix ou un truc comme ça. Alors, j'étais pas hyper chaud. Au départ, j'étais très chaud pour faire un truc sur Rick et Morty, mais après coup, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu déçu. Je saurais pas dire exactement quoi dans les Rick et Morty. Mais ça reste intéressant. J'aimerais bien en faire un, mais j'avoue qu'il y a tellement de trucs que j'ai à faire, hein. C'est pas évident. Votre avis sur le concept même d'élection politique? Alors déjà, pourquoi tu me vous vois, toi? Je rigole, c'est pas. Mais ça me fait toujours bizarre quand les gens me vous voient alors qu'on est dans un contexte où a priori on se tutoie plutôt. Euh, Personnellement, je pense que euh, on- ça serait intéressant qu'il y ait plus de tirage au sort, globalement. Et en fait, le truc qui est gênant avec quelque chose comme l'élection présidentielle, genre c'est vraiment ça poussé à l'extrême, c'est que ça donne une sorte de présomption de compétence ou même carrément de destin à la personne qui l'emporte et qui du coup voilà oublie qu'il est déjà là un peu là par hasard. Il a eu de la chance en fin de compte, hein, de se retrouver là. Et puis enfin je sais pas, il y a un côté comme ça, quand tu es tiré au sort dans un jury, tu te prends pas pour le voilà pour le juge comme ça, qui serait élu par le peuple. Non, t'as juste été tiré au sort. Ça fait de toi quelqu'un d'intéressant quand même, hein, et voilà, qui va essayer de faire son travail bien, mais je trouve ça limite ce côté-là. Et je trouve ça relativement sain en fait. Possible une assemblée de gens tirés au sort voilà, qui se donnent les moyens de réfléchir à- aux sujets sur lesquels on leur demande de réfléchir, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Enfin, je sais pas, c'est possible qu'on se moque pas mal de ces trucs-là, un peu, genre l'assemblée du truc sur le climat, de gens qui avaient été tirés au sort. Ça a pu être un peu moqué, mais je trouve ça en fait assez sain. Et, euh, et notamment parce que ça évite ce truc-là, quoi. Cette espèce de. C'est cette idée que tu es touché par la grâce comme ça, que tout à coup tu as la France qui est derrière toi parce que tu as été élu. Et je pense que c'est pas du tout sain. Ça crée des gens qui sont un peu fous, quoi. Et on peut pas leur en vouloir, quoi, d'être un peu fou, effectivement, quand tu as été élu par des dizaines de millions de Français, comme ça. Comment tu peux ne pas devenir un peu fou? Je pense qu'il y a une espèce de tort en soi qui est causé par le fait de l'élection à travers ça. C'est que ça rend évidemment fou ceux qui les gagnent. Ça serait surprenant. Sinon, ça serait surprenant que ça les rende pas fous quelque part. Voilà, mais après, je suis pas. Voilà, la question de savoir comment organiser tout ça serait complexe. Mais disons, ma, ma préférence irait pour un truc où on revaloriserait ce côté-là du tirage au sort. Je pense que sur des questions de. Sur beaucoup de choses. Bah, en fait, le truc sur le climat était pas mal. En fait, comme exemple, je trouve que en fin de compte, alors ils ont retenu aucune des propositions qu'ils ont fait, enfin ou très peu, mais dans le travail qui a été fait, je trouve que je crois que c'était assez intéressant. Il y a une vidéo de Philoxime qui parle de ça justement. Si vous ne connaissez pas Philoxime, c'est que vous n'êtes pas des vrais, parce que j'en parle tout le temps. Et donc voilà. Je suis désolé, je lis le chat, mais très en retard, hein, donc voilà. Et puis je lis pas tout, parce que vous m'écrivez pas mal là. Donc je lis des trucs au pif, du coup, dans ce que vous m'écrivez. Ah zut, j'ai perdu le truc. Tu veux dire, quand tu te retrouves éligible présidentiel, tu as forcément vendu ton âme au diable. C'est un peu radical de dire ça. Genre, je pense pas qu'on vende son âme au diable. C'est pas une procédure que je connais. Mais il y a aussi ce côté-là, effectivement, c'est que je pense que finalement, on dépense
Enfin, ça, c'est un truc qui me frappe, c'est typiquement aux États-Unis où il n'y a vraiment pas de limite sur les, euh, sur les campagnes, genre sur combien peut coûter une campagne, c'est le fric. Ça coûte un pognon de dingue, pour le coup, on peut le dire, hein. Ça coûte un pognon de dingue, et c'est vraiment du fric qui part en fumée, qui ne sert à rien. Qui, je- Enfin, t'as l'impression que ça sert seulement parce que l'autre en dépense aussi beaucoup, donc t'as besoin de faire une grosse campagne aussi si tu veux avoir tes chances. Et c'est fondamentalement énormément d'argent, d'énergie, enfin, c'est une perte sèche pour la société, quoi. C'est assez fou. Et tout ça, est-ce que tout ça pour arriver à quoi? À ce que les gens qui obtiennent les postes en question soient plus compétents, fassent mieux ce travail-là? C'est pas très clair, quoi. Et donc voilà, ouais, je suis pas très. Bref. Je vois que, alors je sais pas, il y a une discussion entre Roger Soleil sur le rôle des sondages peut-être. C'est une question intéressante. D'ailleurs, je viens de voir passer c'était Tom Brie Chevalier, je crois, qui partageait une étude sur l'influence des sondages, effectivement, sur les intentions de vote et en quoi les sondages, c'est pas juste un outil qui analyse, enfin qui donne juste une information, c'est aussi un outil qui va vraiment influencer beaucoup le vote, en particulier le vote des indécis. Et c'est un truc sur lequel je sais pas, encore une fois, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc je parle avec, voilà, comme je sais pas, un observateur modeste de tout ça. Je sais pas si c'est. Je sais pas quoi en penser en fait du rôle des sondages dans ce genre de choses. Au sens où enfin, j'entends ceux qui veulent dire qu'il faudrait complètement interdire les sondages. C'est voilà, c'est pas démocratique parce que justement ça fausse l'élection, ça influence l'élection. Mais bah, d'une part, en fait, je pense que c'est un peu illusoire. C'est-à-dire que ça serait très. Enfin, typiquement, par exemple, les sondages sont interdits pendant genre 24 heures avant l'élection, un truc comme ça. Et en fait, ils existent quand même. Juste, c'est les Belges qui les font, du coup. Euh, et je pense quand même, c'est une, c'est intéressant en fait. Enfin, c'est important. J'ai l'impression, enfin, mon impression, qui n'est pas extrêmement bien documentée, je dois le dire. Mon impression, c'est que c'est quand même, ça a de la valeur d'essayer de comprendre quel est l'état de l'opinion aujourd'hui et de sorte qu'on vote pas complètement dans le noir, quoi. J'ai l'impression que c'est préférable quand même. Même si effectivement ça pose un problème, le fait que les sondages eux-mêmes soient des outils pour, enfin, des outils malgré eux, parce que les gens qui font les sondages essayent juste de faire un sondage pour essayer de représenter quel est l'état de l'opinion, ils essaient de le faire de la façon la plus fiable possible, mais en fin de compte, les sondages deviennent des outils d'influence du vote lui-même. Donc, et en fait, le jugement en particulier, pardon, donc souvent on a l'idée que une vertu des scrutins un peu compliqués comme le jugement majoritaire, toutes ces choses-là, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment ces propriétés-là, mais il y a cette idée que il vaut mieux de toute façon exprimer ses préférences réelles parce que de toute façon on peut pas vraiment influencer le vote de toute façon. Donc du coup ça rend le fait qu'il y ait des sondages qui indiquent quel est l'état de l'opinion par ailleurs moins susceptible d'influencer le résultat du vote puisque de toute façon, le mieux qu'on puisse faire stratégiquement, c'est d'exprimer ses préférences réelles. Je ne sais pas à quel point c'est vrai pour le jugement majoritaire, mais je sais qu'il y a des scrutins qui ont ces propriétés-là. Et au contraire, le vote par approbation, j'ai l'impression que c'est un vote qui fonctionne mieux si on a une idée, si les gens peuvent voter utile, justement. En fait, parce que vu qu'il n'y a pas d'opposition entre le vote de conviction et le vote utile, entre guillemets, en fait, c'est un mode de scrutin dans lequel, si les gens votent utile, ça a des chances de mieux fonctionner, d'avoir des meilleures propriétés, de faire gagner le vainqueur de Condorcet typiquement. Et du coup, ça serait plutôt. Et je pense qu'au fond, les gens aiment bien cette dimension-là. Enfin, le fait de ne pas de ne pas avoir ce choix, de pouvoir voter utile ou pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lesquels j'ai souvent senti de la résistance, justement, quand je parlais souvent de mode de scrutin qui avait cette propriété-là, voilà, du coup, il n'y a plus de vote utile, etc. Il y a des gens qui prennent, enfin, qui voient un défaut, en fait.
Et après coup, je me suis dit, en fait, je comprends l'idée. C'est typiquement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, disons, à l'extrême, tu vois, un espèce de système de vote qui te demanderait juste de dire quelles sont tes préférences, voilà. Et tu lui dirais quelles sont les préférences et ça agrégerait tout ça, puis ça en tirerait un candidat. Ça rend finalement l'électeur qui est extrêmement passif au processus du vote, quoi. Il est là, tout ce qu'il peut faire, c'est il a des préférences. De toute façon, même ses préférences, dans le sens il les a pas choisies, quoi. C'est juste ses préférences qu'il a. Et voilà, et on en déduit quel est le candidat qui doit gagner. Et même à l'extrême, tu pourrais même plus avoir à voter, juste on va analyser ton fil Facebook et puis voilà, on en tirera quel est ton vote. Ce qui demande devrait relativement bien fonctionner. Mais voilà, ça rend le truc complètement passif. Et en fait, dans le fait d'avoir un scrutin qui permet d'avoir un vote stratégique, de se dire oui, mais alors là, j'ai envie de faire basculer l'élection plutôt de ce côté-là, etc. Ça rend le processus du vote plus actif pour les électeurs. Et je pense que c'est plutôt une vertu, en fait, parce que ça, justement, ça permet de, de donner au moins l'impression que ça sert à quelque chose de voter, quoi. Donc, bref, ouais. Si on vote utile, ça fait gagner Condorcet. Oui, me dit Zix. Donc j'imagine que tu parles du scrutin, du vote par approbation. Et effectivement, c'est ce que j'avais compris de ce que j'ai lu à propos du vote par approbation. Euh, Étant donné alors, ce qu'on appelle voter utile dans ce truc-là, c'est la stratégie dont je parle à un moment dans la vidéo. Si vous faites arrêt sur image, il y a plein d'arrêts sur image à faire dans cette vidéo. Et là, en l'occurrence, et c'est une stratégie qui est assez naturelle, c'est tu te dis, tu identifies quel est le favori, et tu dis déjà, je vais voter pour tous ceux que je préfère aux favoris. Forcément, dans la mesure où voilà, ça fait pencher le truc du côté, d'un côté qui te semble plus préférable, quoi. Et pour savoir si tu votes pour le favori ou pas, tu le compares à celui qui serait son principal opposant, et tu te dis, et si tu le préfères au principal opposant, tu vas voter aussi pour le favori. Et sinon, non. Voilà. Donc si tout le monde suit en gros cette stratégie, ça fait gagner le vainqueur de Condorcet. Voilà. Après, on peut se demander si élire le vainqueur de Condorcet est une bonne propriété en soi, comme tu dis. Je sais pas si vous avez. Il y a aussi un arrêt sur image que j'ai fait. Tiens, je pourrais vous montrer le truc. Je trouve ça assez génial parce que je connaissais pas l'argument. Je sais pas pourquoi j'étais passé à côté du truc. Peut-être je l'avais déjà entendu, mais je m'étais pas arrêté dessus. Puis là, j'y ai réfléchi. Qui montre pourquoi est-ce que le vainqueur de Condorcet, enfin, montre une situation dans laquelle le vainqueur de Condorcet ne semble pas devoir gagner l'élection. Et ça paraît vraiment assez solide comme argument. Je vais peut-être vous le montrer, ça pourrait être assez marrant. Attendez, je vais essayer de le retrouver. C'est dans l'article de la Stanford. Stanford Encyclopedia. Voilà. Comme je l'ai un petit peu poncé cet article. Hop. Est-ce que ça s'affiche correctement? Oui. Alors attendez, je vais vous montrer le truc. Voilà, pour partir dans des trucs un peu plus théoriques, mais qui sont quand même assez amusants. Ouais, je crois que c'est ce truc-là. Alors attendez. Ouais, ok, je l'ai retrouvé. Je repasse en écran par... Non, ouais, si, voilà. Écran partagé, très bien. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je suis sur la page Voting Method de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. J'ai installé une extension pour Chrome qui me permet d'avoir ce beau fond noir, parce que sinon, l'interface de la Stanford Encyclopedia of Philosophy est vraiment un peu dégueulasse. Un peu Internet des années 2000. Voilà. Je ne veux pas être méchant avec eux, parce que j'aime bien parler en encyclopédie, mais quand même, elle est un peu dégueulasse. Donc, l'exemple qu'il donne, je l'avais retrouvé, voilà, il est là. Donc là, c'est cette situation-là. Alors, elle est marrante parce que c'était l'exemple que donnait Condorcet
justement pour souligner pourquoi est-ce que la méthode Borda n'est pas une bonne méthode. Et voilà. Alors c'est une situation, c'est un peu compliqué. Peut-être il y avait un autre moment où c'était expliqué. Voilà, ça va être là. Voilà, c'est la même situation, hein. Et donc, si on applique la méthode Borda sur cette situation-là, donc la méthode Borda, c'est on attribue des points en fonction du classement, c'est-à-dire on va attribuer 3 points au premier, 2 points au deuxième et 1 point au dernier. Et on fait la somme des points, celui qui a le plus de points l'emporte. Et donc, dans cette configuration-là, on a un vainqueur de Condorcet, c'est A, qui est préféré par une majorité voilà, qui gagne avec une majorité contre B et C. Mais le vainqueur de Condorcet, c'est B, en fait, si on fait le calcul. Et il y a même une propriété assez étrange de cette situation-là, c'est qu'en fait, le seul moyen de faire gagner A, qui paraîtrait, vu que c'est le vainqueur de Condorcet, Condorcet défendait que c'était logique qu'ils doivent gagner. Et en fait, là, avec la méthode Borda, le seul moyen d'arriver à faire gagner A, c'est d'attribuer plus de points au deuxième qu'au premier. Donc, en gros, si tu accordes plus de points, si tu accordes les points de façon décroissante en partant du premier jusqu'au dernier, il n'y a aucun moyen de faire gagner le vainqueur de Condorcet. Donc ça semble vraiment être un contre-exemple assez intéressant, on va dire. Condorcet, il voyait vraiment une objection fatale à la méthode de Borda. Et voilà pourquoi est-ce que la méthode Borda est une mauvaise méthode, c'est parce que dans cette situation-là, il y a un vainqueur de Condorcet, et ta méthode, non seulement ne le fait pas gagner, mais en plus ne peut pas le faire gagner, quelle que soit la façon dont tu pondères les votes, à partir du moment où tu admets que, évidemment, il faut donner plus de points au premier et de façon décroissante. Et l'argument, qui est pas très compliqué et un peu subtil, c'est de dire, voilà, on prend cette situation-là, et on va réarranger et en fait, on se dit, cette situation-là, on peut la réarranger comme ça. On se dit, il y a 3 groupes de... Je sais pas si j'arrive pas, peut-être en mettant un peu plus petit pour qu'on voit les deux trucs. Est-ce qu'on voit les deux trucs? Non, on ne les voit pas en même temps. C'est embêtant. C'est dommage. Mince! L'argument est assez frappant. Donc juste, voilà. En gros, ça, c'est juste... On prend ça et on les organise en 3 groupes. On dit, il y a un groupe... Le groupe 1, c'est 10 électeurs qui votent ABC, 10 électeurs qui votent BCA et 10 électeurs qui votent CAB. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce groupe-là? C'est que à chaque fois, c'est des préférences qui sont circulaires. En gros, imaginez, il y a 2 électeurs. Il y en a un qui vote AB et l'autre qui vote BA. On a bien cette intuition-là que si ces 2 électeurs s'ajoutent au vote, ils ne devraient pas modifier le résultat du vote. En quelque sorte, leur vote s'annule. À partir du moment où vous avez un nombre égal de participants qui ont des préférences qui forment comme ça des cycles, qui forment toutes les occurrences du cycle, on a l'impression que leur vote devrait s'annuler, effectivement. Typiquement, par exemple, le groupe 2, là, c'est un électeur qui vote ACB, un qui vote CBA et un qui vote BAC. Donc on a envie de dire, ces groupes-là, ils doivent être neutres dans l'élection. Ils ne doivent pas modifier le résultat. Ça paraîtrait illogique qu'ils modifient le résultat. Et donc pareil pour le premier groupe, c'est la même chose, mais sauf qu'il y en a 10 dans chaque groupe. Et du coup, le seul groupe qui reste, c'est ce groupe-là, ABC, BAC. Et on voit qu'il y en a 20 qui préfèrent donc A à B et 28 qui préfèrent B à A. Et donc effectivement, ça paraît logique quand on analyse le corps électoral comme ça, que ce soit B qui l'emporte. Et voilà, le raisonnement est tout à fait... il n'y a rien à redire, quoi. C'est correct. C'est effectivement la même chose. On a réarrangé les trucs comme ça. On a un argument autour du fait que ces groupes-là doivent être neutres dans le résultat de l'élection. Et ça, je pense, c'est assez convaincant. Et du coup, tout ce qui reste, c'est ces 2 groupes-là. Et B l'emporte. Donc, alors que c'est A, le vainqueur de Condorcet. Je trouve que c'est un très bel argument. Et voilà, depuis que j'ai ça, je relativise beaucoup l'importance du côté vainqueur de Condorcet. Je me dis, oui, en fait, c'est vrai que c'est tellement compliqué. C'est extrêmement compliqué, ces questions de comment agréger les préférences des individus. C'est juste extrêmement compliqué. Voilà. Donc, tant pis. Voilà où j'en suis de ma réflexion. Je dis fuck it.
fuck it, c'est vraiment trop compliqué d'agréger les préférences des gens. Donc, faisons des votes par approbation, ce sera déjà ça. Voilà, ça au moins c'est pas trop compliqué. C'est peut-être pas parfaitement optimal, de toute façon, c'est même pas clair de savoir quelles sont les propriétés vraiment désirables d'un mode de scrutin. Donc, écoutez, voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit exposé un peu long. Je sais pas, j'espère que vous aura pas trop, pas trop ennuyé ce truc-là. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment, ça m'a blow my mind, quoi. Vraiment incroyable. Une situation dans laquelle le vainqueur de Condorcet n'est clairement pas, enfin, en tout cas, on a un bon argument pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas le vainqueur naturel. Et parce que, enfin, il y a parfois d'autres arguments pour justifier que c'est pas le vainqueur naturel si on fait état d'intensité de préférence typiquement. Mais là où c'est très fort, c'est que c'est un argument qui ne repose pas sur ça justement. Pour moi, la critique du vainqueur de Condorcet est reposée en général sur le fait qu'on va quantifier l'intensité des préférences des gens. Donc, en gros, si tu as un cas où tu as une majorité qui préfère très modérément A à B et à l'inverse une minorité mais qui préfère mais vraiment de façon très forte B à A, effectivement je peux comprendre le problème. Mais là c'est pas du tout un argument de ce type là, c'est vraiment un argument où on reste dans le cadre d'analyse très a priori propice à Condorcet, où on se contente juste de la façon dont les gens classent les candidats sans tenir compte de l'intensité des préférences. On a quand même un très bon argument qui montre que un vainqueur de Condorcet n'est pas un vainqueur naturel, un vainqueur logique d'une élection. Donc bref, voilà, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant. Edgar LFL me dit: bonjour monsieur Phi, aujourd'hui je cherchais à débattre avec ma classe du suffrage universel plurinominal suite à ta vidéo. Alors attention, ça s'appelle pas suffrage universel plurinominal. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, mais quand on dit parce qu'on se dit scrutin majoritaire uninominal, si on peut mettre plusieurs noms dans l'urne, ça va être plurinominal. Mais en fait, ça, ce qu'on appelle un scrutin universel plurinominal, il me semble que c'est quand, au lieu d'élire un seul nom, à la fin, ce qu'on obtient, c'est une liste de noms. En fait, le uninominal, quand on dit scrutin majoritaire uninominal, il est un peu ambigu parce que ça peut vouloir dire on met un seul nom dans l'urne, ou ça peut aussi vouloir dire il y a un seul nom qui est désigné vainqueur. Et de façon un peu bizarre, quand on dit uninominal, il me semble qu'en général on veut dire on met un seul nom dans l'urne, mais en fait quand on dit scrutin plurinominal, ça veut dire qu'il va y avoir une liste de noms qui va gagner au lieu d'un seul nom. Enfin bref, voilà. On en a discuté, débat d'1h30. Ils ont reconnu que c'était une bonne idée, mais ils m'ont confronté à des arguments que je n'ai pas su répondre. D'abord celui de dire que c'est inégal car une personne va voter pour un seul candidat et qu'une autre en votera pour 6, ce qui donne plus de pouvoir à la deuxième. Que répondre à ça? Et alors ça, il y a vraiment quelque chose de très clair à répondre, c'est qu'en fait, à chaque fois que ton vote va apporter ou diminuer une petite quantité de soutien pour chaque candidat. C'est-à-dire que si tu mets le bulletin Mélenchon dans l'urne, ça augmente légèrement le soutien à Mélenchon. Et si tu ne mets pas, le bulletin Macron dans l'urne, ça va diminuer légèrement le soutien qu'il obtiendra. Donc en fait, faut imaginer que certes tu mets qu'un seul bulletin, mais en fait virtuellement tu mets des bulletins sur chaque candidat. Juste tu mets des bulletins positifs et des bulletins négatifs. Donc les bulletins positifs c'est ceux que tu mets effectivement, et les bulletins négatifs c'est ceux que tu mets pas, par exemple. Ou si c'était une liste typiquement, à chaque fois que tu coches, ça ajoute un peu de soutien, mais à chaque fois que tu ne coches pas, ça retire un peu de soutien à ceux à qui ceux que tu ne coches pas. Et donc, ton vote a exactement le même poids. Au contraire, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire que quelqu'un qui vote blanc, typiquement, c'est quelqu'un dont le vote n'a aucun poids. Ça ne va pas avoir d'influence sur le résultat qui va s'afficher à la fin. Dans un scrutin, dans un vote par approbation, si on retient l'idée qui paraît assez naturelle d'afficher le soutien par rapport au nombre total d'électeurs qui se sont exprimés, en fait, le vote blanc, il est bien pris en compte. Et donc, même quelqu'un qui vote blanc, son vote a le même poids que quelqu'un qui vote plein, même à l'inverse, c'est-à-dire qui mettrait le nom de tout le monde. Juste, ça aurait l'effet inverse, c'est-à-dire que le premier, ça fait baisser le soutien de tout le monde, et le deuxième, ça augmente le soutien de tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu de façon un peu complète à cette question.
Alors peut-être que quelqu'un avait répondu après. Ouais, mais c'est une bonne question. Effectivement, ça peut être l'intuition qu'on a. Je pense qu'on a d'autant plus cette intuition avec la façon dont je le présente en disant. On aurait moins cette intuition si on passait immédiatement par le truc des cases à cocher, probablement. Ouais, j'ai l'impression que les gens avaient globalement répondu comme ça. Euh, Le vote quadratique permet de prendre en compte l'intensité des préférences. C'est un truc très intéressant, le vote quadratique, mais assez compliqué et bon, pas du tout adapté pour un truc comme l'élection présidentielle probablement. Mais c'est un sujet que j'aime bien. Pour la petite histoire, c'est David Loapre qui m'en parlait, qui m'avait fait découvrir ce truc-là, parce qu'il y a vraiment des aspects mathématiques très intéressants dans ce truc-là. D'ailleurs, il y a une partie un peu sommaire sur le vote quadratique dans l'article Voting Method dont je parlais avant, là, de la Stanford. Euh, mais c'est un truc qui est intéressant. En fait, probablement pas pour les choses qu'on associe généralement aux élections. J'ai l'impression que ça peut être intéressant pour plein de choses, mais pas spécialement pour ça. Ce peut sembler un peu bizarre, mais en fait, plutôt qu'un vote, il faudrait parler d'un paiement, en fait. C'est une façon particulière de payer, d'acheter de l'influence, on pourrait dire, ou d'acheter quelque chose de façon générale. Bref, c'est difficile à expliquer en 2 mots, mais en gros, l'idée, c'est que les gens peuvent voter plusieurs fois, mais plus tu votes, plus ton vote te coûte cher. Et pas de n'importe quelle façon, c'est qu'en gros, si ton premier vote coûte 1, ton deuxième vote coûtera 2, le troisième vote coûtera 3, etc. etc. Et pour des raisons qui sont assez élégantes d'un point de vue mathématique, ça a des propriétés qui sont très chouettes. Mais bon, voilà, pour une élection présidentielle, on voit pas bien comment on pourrait adapter ça, quoi. Euh, voilà. Et tu es prof de quoi, Edgar LFL, si je ne suis pas indispensable, indiscret. Et merci Monsieur V pour tes vidéos pendant que j'y suis. Bien, merci à toi de me dire merci. Voilà, comme ça on est dans une boucle récursive de merci. Euh, C'est fort probablement le plus grand défi d'acceptabilité sociale du vote par approbation. C'est tellement ancré dans notre psyché l'idée qu'un vote est une ressource et qu'on ne doit pas en donner plus à quelqu'un qu'à un autre. Ouais. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit forcément. D'ailleurs, c'est pas revenu très souvent. Honnêtement, là, si je vais faire le top, je sais pas, le top 3 des objections qu'on a fait à ma vidéo jusque-là, la première, c'est vraiment la fraude. Parce que les gens pensent que ça va être beaucoup plus facile de frauder. Euh, donc, je pense qu'à ça, on peut répondre effectivement avec le truc de faire un bulletin avec une liste et on coche. Ça limite quand même beaucoup les possibilités de fraude. Ou le fait de compter à chaque fois pour chaque bulletin, si c'est. Enfin, pour chaque enveloppe qui contient un certain nombre de bulletins, de compter à chaque fois les votes positifs et les votes négatifs qu'on déduit de l'absence de bulletin. La deuxième objection qui revient beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup. C'est des objections, je trouve, auxquelles je réponds au fond dans la vidéo, c'est que les gens commencent à dire oui, mais quand même, c'est embêtant de ne pas pouvoir préciser ton degré d'intensité, de préférence, etc. Oui, mais enfin, tu te rends compte qu'on parle du scrutin uninominal, où là, non seulement tu ne peux pas, mais en fait, tu peux même pas dire que tu soutiens plusieurs personnes de façon égale. Même si c'est faux, ou en tout cas, c'est souvent plus vrai que, que de dire que t'en soutiens qu'une seule. C'est presque toujours faux, en fait. Si tu réfléchis bien, c'est presque toujours faux. Genre, si peut-être t'en soutiens aucune, mais disons, le degré auquel tu soutiens la personne pour laquelle tu votes dans le scrutin uninominal, très souvent tu soutiens au moins un autre candidat dans le tas qui a un degré à peu près similaire. Donc voilà, le fait que ça soit pas encore mieux que ça, on puisse exprimer vraiment avec finesse les degrés, c'est peut-être c'est pas une objection. En tout cas, ça ne montre pas que c'est moins bien que l'état actuel des choses, quoi. Et voilà. Puis le top 3, je sais pas, pour compléter le top 3, je sais pas ce que je mettrais. Je sais pas, qu'est-ce que. Et si, il y a aussi le truc que ça tendrait à favoriser les candidats consensuels.
Ce qui est pas exact. Enfin, je trouve que à un moment donné, tu peux te poser la question de savoir si ta critique, elle concerne pas le fait de faire des élections, en fait, parce que quelque part, arriver à une forme de, en tout cas, d'élire quelqu'un qui soit accepté le plus largement possible, il me semble que c'est le but de l'élection. Alors, tu peux être contre ça, mais dans ce cas, voilà, c'est pas une critique du mode de scrutin, c'est une critique du principe même d'une élection. Et je comprends, hein, pour notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, typiquement, je suis pas spécialement pour ce, ce régime de 5ème République qui me donne un poids hyper fort au président et qui, du coup, se transforme en espèce de messie qui incarne la nation, qui est poussé par. Voilà, tout ça, je trouve que c'est évidemment quelque chose de tout à fait désestable. Enfin bref, ça fait longtemps que tu es en live ce soir. Bah ouais, ça fait 1h30, tiens, quand même. Il y a des cas où le vainqueur du vote par approbation sera différent de celui du vote uninominal. Probablement, mais en fait, probablement pas sur cette élection. Sur cette élection, c'est assez clair que LREM arrive à se mettre dans une position assez étrange où en fait, ils sont vainqueurs de Condorcet. C'était le cas en 2017 déjà. Et à nouveau, là, cette année-là, en tout cas, si Macron l'emporte face à Le Pen. Et du coup, dans la mesure où en fait, c'est un mode de scrutin qui favorise le vainqueur de Condorcet quand il y en a un, il y en a presque toujours un. Mais dans les élections précédentes, genre 2012, 2007, etc., en général, les deux qui se retrouvaient au second tour n'étaient pas vainqueurs de Condorcet. Mais faut voir que quand on essaye d'imaginer l'effet du scrutin, le truc c'est que ça aurait aussi un effet sur la façon dont les candidats se positionneraient pour essayer de remporter l'élection précisément. Et du coup, voilà, le fait que ça ne modifie pas, là en l'occurrence sur cette élection-là, le vainqueur de cette élection, ne veut pas dire que ça n'aurait pas d'effet plus large sur la face, sur ne serait-ce que les candidats qui se présenteraient. Et je pense qu'en l'occurrence, pour le vote par approbation, un des trucs que ça ferait, c'est que ça donnerait une image plus claire des forces politiques. On le voit très bien dans le sondage que j'ai fait, à quel point le scrutin uninominal distord complètement la réalité du soutien pour, en particulier, les petits candidats. Et donc, de ce point de vue-là, ça a des effets indépendants, enfin, qui vont au-delà de simplement le résultat de l'élection lui-même, quoi. Voilà. Voilà, comme tu dis, Yo 252 Yo. Si on veut une transition facile, c'est bien que ça n'ait pas trop d'effet immédiat. Mais je pense que c'est vraiment, en un sens, ça peut sembler un peu paradoxal parce que on veut un truc qui change, en même temps, ça n'aurait pas de changement dans cette élection-là, en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, c'est plutôt un avantage dans l'optique de réussir à faire changer ce mode de scrutin. Même si, comme je le disais au début, je reste quand même relativement pessimiste. Prochaine vidéo sur Diogène, je pense pas, non, elle va être longue à faire. Je n'ai pas encore de script complet et il faudra la tourner, la monter, tout ça. Donc, c'est même absolument certain que ce ne sera pas la prochaine. Mais ça va venir. La prochaine, je ne sais pas si j'en ferai une avant. Peut-être, parce que ça serait un peu loin. En même temps, je suis vraiment crevé. Mais les 2 dernières vidéos que j'ai faites m'ont complètement... m'ont pris beaucoup de temps et ça a été très fatigant. Je suis fatigué là du coup. En particulier cette dernière là, parce que je voulais la sortir suffisamment avant l'élection pour que voilà, elle soit vue, parce que j'ai l'impression qu'après ça aurait un peu plus manqué de visibilité peut-être. Mais en fin de compte, je l'ai sorti bien avant. J'ai réussi à être assez rapide. Mais du coup, je suis totalement crevé et je crois que je vais faire un peu moins de montage, là, peut-être faire plus de trucs d'écriture et tout ça. Donc, peut-être que je vais avoir une petite pause de quelques semaines là, avant la prochaine vidéo. En tout cas, j'aimerais bien faire une vidéo autour de la période du bac. Pour ceux qui n'ont pas vu le début du stream, tu as publié les résultats du sondage. Je reviendrai à ce que je dirais. Mais oui, en fait, les résultats du sondage, même tu peux le chercher sur mon Twitter, sinon. Quand j'ai annoncé le stream, j'ai donné
J'ai fait un screen des résultats si ça t'intéresse. Euh, et donc, je voudrais faire une vidéo. Parce qu'en fait, chaque année, quand il y a à peu près la période du bac, je sais que j'ai un peu plus de visibilité dans l'algo parce qu'il me montre aux pauvres terminales qui sont un peu désespérés à l'approche du bac. Mais je sais pas toujours quoi faire. Alors, l'année dernière, j'avais fini par faire ce truc-là. J'avais fait une expérience sur la notation du bac. Et c'était assez amusant. Et ça m'avait pris beaucoup de temps ce truc-là aussi. Parce que j'avais dû écrire les copies. Puis, non, j'avais mis du temps avant de me décider comment faire. C'était vraiment un truc. Ça me paraissait être une bonne idée. Puis finalement, ça a été particulièrement compliqué à faire. Et là, ce que je voudrais faire cette année, je me disais, ça serait amusant de faire un sondage à nouveau. Parce que j'aime bien faire ces trucs-là. Je trouve ça très marrant. En plus, vous êtes relativement réactif en général. Euh, Faire un sondage sur de quoi vous vous souvenez de votre année de terminale. En gros, voilà, ce serait ça, et de faire une vidéo autour de ça. Donc je demanderai avant ça, je sais pas, j'en parlerai, je ferai peut-être un short pour présenter le truc. Donc vous demandez de remplir un sondage comme ça sur ce que vous, par exemple, de quels auteurs vous vous souvenez. Alors je ne saurais pas exactement, il faut que je conçoive un peu le questionnaire je pourrais avoir des champs ouverts où vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, ça pourrait être amusant de dire vos réponses, mais j'aimerais bien aussi faire des statistiques et donc typiquement sur les auteurs, quoi. De quels auteurs vous vous souvenez que vous avez parlé, ça m'intéresserait. De Freud, ouais, en fait, je pense, moi, mon impression, c'est que les gens vont dire Freud et Descartes, et probablement Freud en premier. Mais je vais, voilà, c'est juste mon comment dire, sur le petit échantillon auquel il m'est arrivé de poser la question, j'ai l'impression que c'est ce qui revient le plus en fait. Et je trouvais ça intéressant. Et voilà, puis peut-être d'autres questions un peu plus sur les concepts. Ouais, voilà. Ou même simplement une question. Un des trucs que je disais souvent aux élèves, c'est est-ce que vous vous souvenez de votre note du bac? Et parce que un de mes arguments pour essayer de les faire bosser, parce que honnêtement, enfin, j'étais pas forcément hyper motivé du truc. C'était de dire, ouais, peut-être vous en fichez de la philo, mais en fin de compte, votre note de philo du bac, je peux vous dire qu'elle vous poursuivra toute votre vie, vous en souviendrez. Et par contre, vous vous souviendrez pas de votre note de physique-chimie. Probablement pas. Mais votre note du bac, je sais pas, 8 personnes sur 10 s'en souviennent, quoi. Et donc, autant que ce soit un bon souvenir, quoi. Vraiment, on sent le prof qui rame pour avoir des... mais voilà, ouais. Donc, je trouve que ça peut être une question marrante aussi, de se dire, est-ce que vous vous souvenez de votre note du bac? Et est-ce que vous vous souvenez, par contre, de votre note je sais pas, de PS, disons. Voilà, un truc un peu... C'est pas mal le PS, parce que je pense que tout le monde le passe au bac. Donc, bah, Oulef, 9 sur 20, ah bah dis donc. Moi, je me souviens de la mienne, je crois que c'était 17 ou un truc comme ça. Et j'étais en S, donc je devais pas être noté trop sévèrement, j'imagine. On est un peu plus sympa avec les S qu'avec les L quand même. Et donc voilà, je vais faire une vidéo autour de ça. Je sais pas quand est-ce que je vais organiser le truc. L'idée c'est que ça sorte un peu avant le bac. C'est vrai que ça fait un peu loin, donc je pense que je ferai peut-être un autre truc entre temps, mais j'ai pas encore d'idée précise. Voilà. Au bac, il y avait le Covid et on a été noté au contrôle continu avec un prof qui surnotait toute l'année, la moyenne de classe était à 12. Bah, c'est pratique, écoute. Je pense que. Moi, je serais pour que ce soit pas au bac, mais. Enfin, je trouve ça triste que ça puisse peser dans les résultats d'un élève, en fait. Je trouve ça dommage. Je sais pas si les gens se souviennent du premier tour 2002. Le Pen passe au second tour devant Jospin pour 200 000 voix et Taubira fait 600 000 voix, dont une grande partie dans les dom-toms. J'avais pas mal de potes qui disaient avant les élections Jospin est pas assez à gauche, je vais lui envoyer un message en votant le facteur de gauche révolutionnaire. Second tour, Chirac-Le Pen, traumatisé par le scrutin uninominal à 2 tours. Bah, si je suis totalement de cette génération-là, moi j'étais en seconde à cette époque. Donc je votais pas encore, mais c'était une période où effectivement je me souviens de ce truc-là et ouais, c'est un truc assez marquant. Peut-être que ceux qui ont mon âge et un peu plus vieux ont un rapport un peu différent.
au scrutin uninominal pour cette raison-là. On se rend compte du risque que ça fait courir sur chaque élection. Et donc ouais, c'est un truc, ouais, c'est vrai que c'est assez marquant, hein. Et je pense aussi, par rapport à cette campagne-là, mais c'est que, à l'époque, aujourd'hui, Le Pen au second tour, limite, c'est oui, bah, ok, apprends-moi quelque chose. Genre, c'est ennuyeux, quoi. Genre, il y a encore. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment. C'était inconcevable, quoi. Je veux dire, le Front National faisait 15%. D'ailleurs, il dépassait pas vraiment ça, hein. Ils se sont retrouvés au second tour en faisant un peu plus que 15%, en fait. Et il n'a pas fait 87,2% au second tour, il a fait quelque chose comme 82%, ce qui était quand même une belle perf, quand même, hein. Oui, tous les scores étaient très faibles en 2002 et les voix étaient ultra éparpillées, en fait. C'était quelque chose comme. Je pense qu'il y est allé au second tour avec 17%. Si je dis pas de bêtises, je pourrais regarder. C'était vraiment un. Mais c'est ça, c'était tellement clair dans la tête de tout le monde que le second tour, c'était de toute façon la gauche contre la droite, et genre, ça pouvait pas se passer autrement. Et on avait un candidat de droite, un candidat de gauche. Il y avait. Tu vois, encore l'élection de 95, il y avait eu un peu ce truc-là un peu bizarre où euh, il y avait un peu trois. Bon, après, il y avait deux candidats de droite et un candidat de gauche, et les deux candidats de droite se sont déchirés. C'est comme ça que, que Chirac s'était retrouvé au second tour et avait pu finalement l'emporter. Donc il y avait mais là, en l'occurrence, il y avait un candidat de droite, un candidat de gauche, il n'y avait pas trop de trucs. Bon, il y avait effectivement des tas de petits candidats, Chevènement, Taubira. Chevènement, c'est peut-être plus encore que Taubira, celui qui bah, a le plus diminué les chances de Jospin, quoi. Et c'est ce que je voulais faire. Et je voulais avoir élection 2002, présidentielle 2000, non 2002, pas 2022, banane. C'était quoi? Chirac, il avait 16,86%. Voilà, il est passé au second tour avec 16,86%. Chirac avec 19,88%. Et Jospin avait 16,18%. Il est juste derrière, quoi. C'est ça, combien de voix en fait 200 000 voix, moins de 200 000 voix. Donc, ouais, c'est sûr que pour qui se souvient de ça, sûr, ça fait pas vraiment aimer ce scrutin-là, quoi. Effectivement. Euh, donc, il y avait Bruno Maigret à l'époque, effectivement. Effectivement. Chevènement avait fait 5,33%, donc 1,5 million de voix, sachant qu'il manquait 200 000 voix à Jospin. Je ne sais pas d'ailleurs, voyons, est-ce qu'il était donné gagnant au second tour, Jospin? Il me semble que non, quand même. Donc, du coup, ça. Mais bon, ça a quand même changé quelque chose, quoi. Le fait que l'extrême droite passe au second tour, c'était vraiment quelque chose d'absolument nouveau, quoi. Non, il n'y a pas de sondage. Ah si, il y a une liste. Alors voyons, est-ce qu'on peut regarder ça? Est-ce qu'il y avait des sondages concernant le second tour? Chirac-Jospin. Ah, c'était ultra serré. Voilà, je regarde la liste des sondages qui étaient. Il y en avait autant qui donnaient Jospin vainqueur que Chirac vainqueur. Donc, non, ça a vraiment changé Enfin, disons qu'il y a une chance sur deux pour que le résultat de l'élection aurait été vraiment radicalement différent, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait été élu. Et ouais, je comprends pas qu'on ne soit pas posé la question. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté. Mais ouais, c'est vrai que honnêtement, s'il y avait un cadre dans lequel se mettre à se poser la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas changer de mode de scrutin, cette élection-là était vraiment l'occasion, quoi. C'est. Taubira, ça m'avait marqué quand je suivais les votes Martine, Guadeloupe de second tour avec de l'espoir encore. Ah, c'est possible que peut-être on les avait eu un peu plus tard, donc en plus on avait l'impression que ça venait, ça a joué beaucoup plus. Enfin, en fin de compte, tous les votes ont joué.
Ça s'appelle une décision qui est Eh un bien, no-brainer. merci à toi, personne dont je ne peux pas lire le nom, voyons, où est-ce que c'est écrit. Merci à toi, Zvaif, pour le Prime. Je suis un vrai streamer, hein. Je commence à comprendre comment fonctionne tout ça. C'est marrant, j'étais en 5ème, je me souviens de tous les candidats. Mais t'es un petit jeune. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, moi j'étais en seconde, donc j'avais quoi 3 ans de plus que toi. Je pense qu'à l'époque, ça a juste été vu comme un bug du système, plus que comme une raison de le remettre en cause. Possible, possible. Mais en fin de compte, je veux dire, en 2017, ça s'est rejoué. Ça s'est. C'était pas. C'était pas évident. Enfin, on a l'impression, maintenant, on accepte ce truc-là. Genre, ouais, ok, bah, l'extrême droite au second tour, c'est normal. Mais même en 2017, si on regarde. Là, j'ai passé pas mal de temps à regarder un peu les sondages. Du coup, ça m'intéresse. Il y a des pages Wikipédia super bien faites sur les sondages. Ouais, je vais vous partager ça. Vraiment en mode, je raconte ma vie. Ça n'a aucun intérêt, mais bon, vous êtes là, écoutez, restez. Hein. Je vais vous montrer les pages Wikipédia des listes de sondages, c'est absolument fascinant. Sondage présidentiel, je vais ouvrir celle-ci, et sondage présidentiel 2022 aussi. Hop. Attendez, je vous partage mon écran. Hop, voilà. Donc c'est très pratique ces pages Wikipédia parce que plutôt que de suivre les différents sondages au fur et à mesure qu'ils sortent, en fait ça fait la synthèse des trucs. Bon voilà, de toute façon c'est passé il y a 5 ans. Et en fait ce qu'on voit, c'est que moi je m'intéressais particulièrement au duel, forcément, parce que je faisais des trucs sur le scrutin de Condorcet. Et ce qu'on voit, c'est que Macron, vainqueur de Condorcet, effectivement il gagnait pour tous les duels. Attendez, mais j'arrive pas à retrouver le truc. Ce qui m'intéressait, c'était Le Pen contre Mélenchon. Ce truc-là, c'est quelque part. Je sais que je l'ai vu sur cette page. Effectivement, sondage de second tour envisageant d'autres hypothèses. Ouais, ça va être ça. Ah, non, attends, sondage de second tour. Ah voilà, attendez. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attendez, je vais retrouver le truc. Je comprends pas le truc, putain. Il y avait des sondages de second tour entre entre Mélenchon et Le Pen. Ah voilà, attends, je crois que c'est là. Non, attends, pas du tout. C'est pas vrai. Sondage concernant le second tour. Voilà, ça doit être là-dedans. Effectué après le premier tour, bon ça on s'en fiche. Donc voilà, on voyait bien que Macron était. Ça a quand même. À quel point ça a baissé aujourd'hui, on en est. On va regarder, attends, regardez. Là maintenant on en est à ça quoi. C'est totalement déprimant. Voilà, c'est ça là, l'évolution. Ça se rapproche de fou, c'est assez flippant quand même. Les derniers. Oula, attends, je l'avais pas vu passer celui-là, ça vient de sortir ça. Carrément, on en a maintenant qui la donne gagnante. Tout va bien. Tout est super, on va passer une bonne soirée. Bref, pour revenir en 2017, ça avait pas la même gueule, effectivement. Voilà, il y avait d'autres simulations. Non, pas du tout, putain. J'arrive pas à retrouver le truc, ça m'énerve. Sondage concernant le premier tour. Ah voilà, attendez, c'est là-dedans, affiché. Voilà, d'autres hypothèses. Donc on voyait par exemple Fillon l'emporter contre Le Pen. En fait, Le Pen était, c'est ça, contre plein, il y avait plein d'autres candidats contre lesquels elle perdait. Elle perdait pas que contre Macron, elle perdait contre Fillon par exemple. Macron l'emportait contre Fillon. Alors, c'est des sondages, mais ça donne une idée. Et notamment celui-là, voilà. Regardez, Mélenchon l'emportait très largement contre Le Pen. Genre à peu près autant que Macron, quoi, à 60%. 60-40, quoi. Et dans l'autre sens, effectivement, Macron l'emportait contre Mélenchon, visiblement. 60-40. C'était à peu près du même ordre, un peu moins que les sondages qui étaient faits. Ils étaient où les sondages Macron, Le Pen, merde. Voilà, ceux-là. Et avant le premier tour, c'était assez similaire, mais c'était quand même un peu plus, légèrement plus. Et donc, tout ça pour dire
qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, si vous réfléchissez bien, quel est le principal opposant? Genre, il y a plusieurs façons de déterminer ce qu'on pourrait appeler le principal opposant, genre le principal challenger du. Donc, clairement, Macron était le favori. Mais qui était le principal challenger? On peut se dire c'est celui qui gagne le plus d'autres duels. Voilà, qui perd contre le favori en estimation, mais qui gagne le plus d'autres duels. Et en fait, le principal opposant de ce point de vue-là, dans cette élection-là, c'était Mélenchon, notamment parce qu'il l'emporte contre Marine Le Pen et voilà, qu'il l'emporte contre, je sais pas s'il y avait des trucs genre Mélenchon-Fillon, voilà, Mélenchon-Fillon, il l'emporte contre Fillon. Donc ça faisait vraiment de Mélenchon le principal opposant. Du coup, la logique, si on veut que le deuxième tour soit la confrontation du favori et du principal opposant, ça aurait été qu'on ait un deuxième tour Fillon-Mélenchon. Pas ce que je raconte, Macron-Mélenchon. Ça aurait été ça, le truc logique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, division des voix de gauche et au contraire, les voix de droite qui se sont plutôt bien rassemblées sur Marine Le Pen. Et du coup, on a eu un deuxième tour, Marine Le Pen, mais Macron. Je suis fatigué. Et voilà, ça c'est la magie du scrutin uninominal à 2 tours à nouveau. Et là, ce qui va se passer pour cette élection, mais c'est marrant parce que là on a presque, on a carrément envie d'un espèce de hold-up où ce serait Mélenchon qui se retrouverait au deuxième tour. Mais il faut bien voir que là, pour cette élection-là, par contre, en fait, le principal opposant, si on regarde vraiment au même sens, hein, c'est-à-dire quel est l'autre candidat qui remporte le plus de duels, là, sur cette élection-là, il n'y a pas photo, c'est Marine Le Pen maintenant. Et donc, le second tour logique, hein, c'est Le Pen-Macron. Et on le voit notamment parce que justement sur ce même truc, attendez, il y en a très peu, mais il y en a. Voilà, ouais, il n'y en a qu'un même. Ouais. Mais bon, je pense que ça donne quand même une impression, puis ça paraît cohérent par rapport globalement aux intentions de vote sur les duels Macron-Mélenchon et Macron-Le Pen. C'est qu'on voit que là, ça s'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, dans un duel Le Pen-Mélenchon, Le Pen l'emporterait très largement. Et c'est assez frappant, parce que, je sais pas si on peut remettre. C'était ça, il y a 5 ans. C'était l'inverse, c'était exactement l'inverse. 60% pour Mélenchon, 40% pour Le Pen. Et maintenant, c'est l'inverse, quoi. Donc, voilà. C'est déprimant, un peu tout ça. Je suis désolé, je voulais pas parler de trop de trucs déprimants, mais en fin de compte, on parle de trucs déprimants. C'est un sondage qui date d'il y a un an. Ouais, t'as raison, putain, j'avais pas vu. J'ai vu 8 avril, j'ai pas vu que c'était il y a un an. Mais ça serait cool d'avoir un truc un peu plus récent sur ça. Enfin, j'avoue que c'est pas une configuration c'est une configuration qui est totalement improbable. Mais c'est frappant à quel point il n'y a pas de duel qui est testé en dehors de. Ah, Pécresse Le Pen, quand même, elle perdrait contre Pécresse. Très largement. Mais pareil, c'est vieux en fait, tout ça. Ah, c'est des vieux sondages. Ça, pour le coup, genre, ouais, on est un peu réduit à faire des hypothèses du coup. Moi, je sais pas. Est-ce que vous pensez que là, aujourd'hui, j'avoue que ça me rassure le fait que ce soit vieux ce truc-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on refait ce sondage-là, ce serait quoi les résultats? Un second tour Le Pen-Mélenchon, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai bien peur que ça reste assez crédible, ça. Je pense que ce serait très près du 50%. Le Pen gagne 54%. 45-55. Donc si on suit le même ordre, ça veut dire 55 Le Pen. Serré, ouais. C'est dommage qu'il fasse pas de. Est-ce qu'on peut le déduire? Attendez. On pourrait le déduire, peut-être. Il est où mon truc? C'était là. On pourrait le déduire, peut-être des intentions de vote là-dedans. Est-ce qu'il y aura un moyen de le déduire? Genre du truc sur l'ensemble des électeurs. On voit que on voit que dans les. Ouais, on peut pas vraiment le déduire de ces choses-là. On voit quand même que elles sont. Qu'en fait les différences sont pas si énormes. C'est celle qui a le taux de excellent le plus élevé en fait, Marine Le Pen.
assez... Ouais. Je sais plus, j'ai lisé un thread Twitter qui disait que on en parle très peu, mais en fait, Marine Le Pen a fait une excellente campagne depuis un bon moment. Malgré l'invasion en Ukraine, ça lui a pas trop porté préjudice. En fait, même au contraire, parce que ça fait baisser Zemmour. Et du coup, bah, assez logiquement, ça se reporte sur elle. Donc, ouais, voilà, bon. Allez, ça sera fini dans quelques jours en espérant que ce soit pas le pire qui arrive, mais plutôt le moins pire. Tout ça n'est pas très joyeux. Je suis désolé d'amener sur ce truc-là. J'avoue que la tête de ce truc, ça c'est quand même, c'est assez, ça n'a pas une bonne tête quoi ce truc-là là. Hein. C'est bien cette page Wikipédia vraiment pour faire la synthèse de tous les trucs. On voit clairement. On voit clairement une dynamique se dessiner et qui est pas très sympathique. Ouais. Bon. Putain, ils en ont fait des sondages. Il y a un truc qui je me dis. Vous connaissez des gens qui se font sonder comme ça? Avec le nombre de sondages qu'il y a, ça doit représenter quand même. S'ils interrogent toujours des gens différents, je sais pas, ou si peut-être des gens qui répondent régulièrement. Enfin bref. Bon, sur ce, je vais peut-être vous laisser. Ça va faire bientôt 2 heures de live. C'est pas mal, c'est plus que ce que je pensais faire en fait, même. Je vais repasser en plein écran. Voyons comment ça se passe, ce truc-là. Webcam plein écran. Nous y voilà. Merci à celui qui me dit passe une bonne soirée. C'est pas si improbable. Mélenchon-Macron, j'essaie de me rassurer. Le truc, c'est que la surprise avait eu lieu en 2002 parce qu'il y avait une honte de voter Le Pen. C'est peut-être une honte qui a quitté les gens. Mais à l'époque, vraiment, le vote Le Pen était honteux. Donc c'était sous-reporté. Et je crois que c'était ça le truc. Hein. Donc c'est pour ça que ça a été assez surprenant. Après, on a essayé de tenir compte de ça d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, je pense pas, justement, je pense que ça se compare pas trop parce que je pense pas qu'il y ait une honte du vote Mélenchon. Je pense que c'est pas du tout comparable. Donc, il me semble que Le Pen était quand même à la hausse et proche de Jospin peu de temps avant l'élection. Je sais plus exactement. Bah, écoute, non, je crois que j'ai fermé la page. Ah non, si je suis encore dessus. Attends, oui, c'est ça. Attends, je sais pas s'il y a un historique. C'est bien Wikipédia quand même. Hein. Fais voir un peu Le Pen. Ouais, non, il était donné 2-3% en dessous, voire plus. Hein, quand même. Ouais, ça a augmenté quand même. Ouais, par rapport 12-13 avril. Ouais, sur les derniers jours, ça a augmenté quand même. C'est vrai que avant, il était un peu plus bas. Ouais, c'est pas hyper clair. Ah pardon, vous voyez pas ce que je vois. je regardais cette liste là. Donc on a Le Pen là. Donc vous voyez le 3 et 4 avril, le vote a lieu le 21 avril, 2 semaines avant. Il y a 12, même en dessous de 10 là. 14, ça augmente un peu, ça se rapproche de 14. Et puis bam, 16,86. Et Jospin c'est un peu l'inverse quoi. Il est à 18%, tranquille. C'est vrai que c'est serré, non pas, je me dirais qu'on nous donnait des trucs du genre 18% pour lui, 14% pour Le Pen, quoi. Mais ouais. Est-ce que tu vas faire une vidéo analyse des résultats uniquement sur live Twitch? Non, je ne ferai pas de vidéo analyse des résultats. Je pense pas que ça va être spécialement la peine. Mais je mettrai le replay. Vous savez que j'ai une chaîne où je mets les replays. Enfin, en tout cas, les replays qui en valent le coup.
Je mettrai probablement celui-là, je pense. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne secondaire. Personne n'est abonné à cette chaîne secondaire. Je lui fais rarement de la pub en même temps. C'est plus parce que les replays sur Twitch ils disparaissent au bout d'un moment. Et il y en a pas mal que j'ai envie de garder. Genre, je sais pas, quand je discute avec Christophe Michel, c'est cool. C'est bien Wikipédia quand même, Monsieur Phi 2022. Et oui, j'ose, voilà. Unpopular opinion, c'est bien Wikipédia. Hop. Et oui, j'ai une chaîne secondaire. Peu de gens le savent. On peut revoir un peu les résultats du sondage. Bah écoute, allez, je peux vous le remonter une dernière fois. Sinon, j'ai fait un tweet où il y avait déjà les résultats dedans. Attendez, non, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. C'est ça les résultats du sondage. Sur les. Si vous voulez voir aussi les duels, mais les duels, c'est pas très. Enfin, si, le truc du duel, quand même, est assez surprenant à quel point il y a beaucoup de gens qui ne se déplaceraient pas pour voter pour un Macron-Le Pen. J'avoue que là, quand je viens de voir les derniers sondages qui donnent Le Pen gagnante, c'est quand même, je me dis, c'est dommage. C'est dommage. Il y a un truc qui m'intéressait aussi, je me disais, si on regarde Macron-Mélenchon, donc on a 17% qui votent Macron et Le Pen-Mélenchon, on a 17% qui votent Le Pen. Ouais, voilà. Donc voilà, mais c'est surtout ce truc-là qui est très intéressant avec l'énorme écart entre les intentions de vote pour typiquement Poutou de 70% et qui en fait en soutien est à plus de 50%, à 55%. Et au contraire, il y a relativement peu d'écart sur Mélenchon. Parce qu'en fait, il a capté tout ça, tout le soutien qui est là. Pouf, hop, sur lui. Jadot, c'est un peu pareil. Hein. Pareil. Hop, tout ça sur lui. Peut-être une petite partie sur Macron, je sais pas. Lassalle qui a normalement haut, je comprends pas. Je connais pas ce type. Apparemment, il gagne à ne pas être connu. Et voilà. Et ce truc assez surprenant que finalement, il y a plus de gens qui s'abstiennent dans un scrutin uninominal que dans un scrutin par approbation. Enfin, en tout cas, là, sur l'échantillon que je teste. Le fait de pouvoir exprimer plusieurs voix, finalement, ça donne envie de s'exprimer, plutôt que d'être restreint à une seule voix. Ouais, Hidalgo, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'Hidalgo, c'est pareil, quoi. Elle se fait raser, quoi, parce qu'elle est quand même à 20% de soutien, en fait. 20%, c'est pas rien, quoi. Et puis, bam, 1,50. Mais en gros, ouais, c'est du x10, quoi. C'est pour ça que les résultats de celui-là, là, de cette étude-là, je trouve que j'ai l'impression que ça sous-estime le truc. Peut-être que c'est lié à une explication qui donnait moins envie. 14% ne choisissent aucun candidat. C'est vrai que ça aussi, c'est une différence. Bah après, bon, c'est pas le même type d'échantillon. Mais moi, j'ai que 2% qui choisissent pas de candidat, là. Parce que là, par exemple, on voit Poutou. Effectivement, ça augmente beaucoup. Hein. C'est fait un x5. Hidalgo x3. Mais là, sur mon truc, c'est beaucoup plus radical que ça, quoi. Donc, voilà. Il y a eu combien de votants dans mon sondage? Eh bien, il y en a eu 6000 quelque chose, 6300, là. Quand j'ai extrait les résultats, c'était à 6200, il me semble. L'IFOP, c'était 1400 personnes. Oui, mais c'était 1400 personnes représentatives. Moi, c'est pas représentatif de quoi que ce soit. C'est représentatif des spectateurs de ma chaîne. Voilà. Mais c'est tout.